Alors, bonjour tout le monde. Ça nous fait plaisir de vous accueillir dans une grande salle. C'est une des activités de l'ADOCAR où on retrouve le plus de monde, j'ai l'impression. On a déjà beaucoup de monde dans la salle, plus de 200, peut-être pas loin de 300. Et on a aussi des invités sur Zoom. Aux dernières nouvelles, il y avait environ 75 personnes à 80 personnes qui sont sur Zoom et qui nous écoutent aujourd'hui aussi. On leur souhaite la bienvenue, naturellement. Alors, on va parler de la Chine aujourd'hui. Vous vous souvenez qu'en 1985, je pense, les Jeux de Pékin ont été un événement très important en Chine. Et on sentait qu'il y avait une grande ouverture de la Chine pour l'Occident. Il y a même des Québécois qui allaient en visite en Chine. C'était très courant. La situation s'est corsée beaucoup depuis ce temps-là. On n'a pas les mêmes relations avec la Chine. Notre conférencier va nous parler de tout ça avec beaucoup de plaisir. Je voulais dire aussi que cette conférence de l'ADOCAR est gratuite grâce à des commanditaires qui nous ont aidés à fournir les montants pour éponger nos dépenses autour de ça. Alors, il y a le Salon du Livre. On a fait une association avec le Salon du Livre qui nous a permis d'accueillir notre conférencier. Il y a le syndicat des professeurs et professeurs de l'UQAR qui a collaboré aussi. Il y a le centre bureautique de Rimouski, qui est un commerce rimouskois qui s'occupe par exemple, d'impression et de gestion de documents. Il y a le groupe Librex, qui est la maison d'édition des livres du conférencier. Et il y a aussi Cible. Cible, c'est une organisation ici à Rimouski. C'est le Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social. Et on a même une invitée qui s'appelle Catherine Berger qui va nous glisser un petit mot de 2 minutes pour nous faire connaître c'est quoi Cible. Bonjour tout le monde. Donc, le cible, c'est le Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social. Nous, on est un organisme qui fait de l'éducation à l'éco-citoyenneté mondiale, donc éducation à la paix, éducation au développement durable, éducation aux droits humains aussi. Donc, en gros, on s'intéresse à informer les gens, la population du Bas-Saint-Laurent sur les grands enjeux internationaux qui nous concernent tous et toutes dans un monde qui est de plus en plus interconnecté. Puis on est vraiment heureuse, l'équipe du Cible, là, d'être partenaire de l'événement d'aujourd'hui, qui s'inscrit aussi dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale. Ça, c'est des journées qui se déroulent un peu partout au Québec durant le mois de novembre, qui sont rendues possibles par le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec. La programmation régionale comporte plusieurs activités vraiment intéressantes. Là, je vais avoir des programmations avec moi tout à l'heure pour celles et ceux que ça intéresse. Donc, on coordonne une belle programmation régionale qui comprend des activités comme celle d'aujourd'hui. Mais je souhaite vous inviter en particulier à une qui a lieu dans le cadre du Salon du Livre, qui a lieu dimanche matin à 10h45 et qui va être une autre occasion d'entendre M. Lépine sur une autre région du globe qu'il connaît bien, soit la Palestine, donc avec deux autres panélistes fort intéressants. Voilà, ça risque d'être très intéressant, la conférence d'aujourd'hui. Euh, je pense aussi que la Chine, c'est un pays qui bouscule un peu nos repères par rapport à la démocratie, qui est le thème des Journées québécoises de la solidarité internationale cette année. Donc, ça va être intéressant d'entendre M. Lépine sur les aspirations, les valeurs du peuple chinois pour parce qu'on pense aussi là, que pour mieux se comprendre, mieux comprendre les réalités ailleurs dans le monde, ça nous permet d'être plus solidaires puis d'agir ici. Donc, merci, bonne conférence. Pendant que vous êtes aussi nombreux, je voulais vous dire juste un mot sur l'ADOCAR, Association pour le développement des aînés à l'UQAR. C'est une organisation qui a plus de 35 ans, qui a été créée ici à l'UQAR, mais qui a quand même son indépendance par rapport à l'université. On est quelques bénévoles. C'était surtout à Rimouski, mais maintenant, ça s'est développé aussi en Gaspésie, à Rivière-du-Loup. On fait des activités en présence, mais aussi sur Zoom. Et on a deux volets, un volet de conférence, comme on a après-midi, et on a un volet de formation aussi. Alors, si les gens de 50 ans et plus veulent avoir des cours de langue, d'informatique, d'histoire, de littérature, c'est possible de venir chez nous à l'ADOCAR et vous pouvez
sur le site de l'UQAR, de l'ADOCAR, voir un peu qu'est-ce qu'on fait comme activité et vous pouvez vous inscrire. Pour être membre, ça coûte 20 par année et ça vous donne accès à 15-20 conférences et ça vous donne accès aussi à une réduction pour les formations. Alors, je vous invite à... Et on a besoin de bénévoles aussi. S'il y a des gens dans la salle qui veulent participer bénévolement à nos activités, envoyez un mot à l'association et ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Alors, je vous présente maintenant le journaliste Jean-François Lépine. Je veux dire aussi que la conférence va être enregistrée. Ça dure environ 40 minutes. La conférence sera disponible sur le site de l'ADOCAR dans les prochains jours. Ce sera possible de la réécouter au besoin. Et elle sera suivie d'une période d'échange avec le conférencier. Jean-François Lépine est un analyste international dans les médias. Il a été consultant en géopolitique auprès des entreprises et gouvernements et chroniqueur international à l'émission du matin au 98,5 à Montréal. Il a été diplomate canadien de 2015 à 2021 en tant que directeur de 4 représentations du gouvernement du Québec en Chine, notamment à Pékin et à Shanghai. Il a été grand reporter pour la Société Radio-Canada et à CBC, Radio-Canada anglais, à Pékin, à Paris et à Jérusalem. De 1982 à 1990, il est reconnu comme un analyste et un communicateur hors pair. De 1990 à 2013, il a présenté plusieurs émissions d'affaires publiques. Vous en avez sûrement écouté. Par exemple, à la télévision de Radio-Canada, Enjeu, Le Point, Zone libre, ainsi que le magazine d'information internationale Une heure sur Terre, qui était aussi diffusé sur TV5 à travers toute la francophonie. Alors, Jean-François Lépine a aussi été nommé officier de l'Ordre du Canada et officier de l'Ordre du Québec, en plus d'avoir reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Je passe la parole à Jean-François Lépine. Merci, Mario. Bonjour tout le monde. Merci, Mario. Merci à toute l'équipe de l'ADOCAR. Je suis vraiment content d'être devant un public aussi nombreux, de bâtisseurs et bâtisseuses de la région, j'imagine, compte tenu de notre jeune âge collectif. Je suis vraiment honoré d'être avec vous. Je voudrais dire un mot de Catherine et de son organisme Cible, parce que si vous vous occupez de paix dans le monde et de démocratie dans le monde, vous allez voir avec cette conférence-là, on a beaucoup de défis. Mais ce sont des défis stimulants et c'est important d'en parler ce matin et demain encore. Je fais beaucoup de commentaires dans les médias sur l'élection de M. Trump, avec tous ces enjeux aussi. Et pourquoi j'ai publié un livre sur la Chine, c'est que, comme l'a dit Mario, je suis revenu de Chine en 2021 avec cette impression ici qu'on avait une image très négative de la Chine. Et moi, je distingue souvent la Chine, son gouvernement et le peuple chinois. Parce que je considère que, vous allez voir dans ma présentation, je considère que le peuple chinois a réalisé quelque chose d'unique au monde. On a fait des choses comme ça un peu au Québec à l'époque de la Révolution tranquille, hein, quand on est passé d'un pays un peu, disons, endormi sous Maurice Duplessis dans les années 50 pour faire la grande Révolution tranquille du Québec avec toute la modernisation qu'on a connue. Mais il faut imaginer que la Chine a fait 1000 fois plus en termes de développement. C'était en 1980, quand j'étais correspondant, c'était le pays le plus pauvre au monde. Et quand j'ai quitté, il y avait déjà le déclenchement d'une révolution économique. À l'époque, j'avais écrit que si la Chine continuait cette révolution économique-là on était à la fin des années 80, sans discontinuer, sans arrêter, la Chine deviendrait dans 30 ans, 35 ans plus tard, la deuxième ou la première économie de la planète. Et ça s'est réalisé. Aujourd'hui, c'est la deuxième économie du monde. Comment ça se fait que ces gens-là, extrêmement pauvres, à l'échelle de 1 milliard à l'époque, 300 millions d'habitants, aujourd'hui, ils sont 1 milliard 400 millions. Comment ont-ils pu faire ce miracle-là? Moi, seulement ça m'a beaucoup fasciné. Et donc, je sentais le besoin peut-être de raconter une histoire sur ce peuple-là, mais en même temps, j'étais très intimidé parce que qui on est,
Même quand on a connu ce pays-là en étant sur place quelques fois. En parenthèse, Mario, les Jeux olympiques, c'est en 2008. Ouais. Parce qu'en 85, là, c'était un pays. J'avais fait un reportage parce que les Chinois commençaient à parler déjà de participer aux Jeux olympiques. Mais il faut imaginer que sous l'époque de Mao, le pays avait été tellement ruiné qu'il y avait toutes les installations sportives dataient des années 20, ils étaient sous-développés. Et là, j'avais fait un reportage sur un jeune qui allait être le premier Chinois à participer aux Jeux olympiques. Et c'est fou le progrès parce qu'en 85, donc, ils ne participaient pas même eux-mêmes aux Jeux olympiques. C'était le premier athlète qui allait commencer. Et puis en 2008, ils ont fait les Jeux olympiques les plus fabuleux du monde en termes d'ouverture, fermeture des Jeux et tout ça, une illustration de leur développement technologique. Ils ont entre-temps modernisé la ville de Pékin de façon extraordinaire, changé les gros, résorbé graduellement, puis ils vont le faire de plus en plus jusqu'à aujourd'hui, les problèmes environnementaux qu'ils avaient qui étaient terribles, où les villes fermaient, les écoles dans les villes fermaient parce que c'était trop pollué. Et aujourd'hui, la Chine est un des grands leaders mondiaux dans le domaine de l'environnement. On pourra en parler si ça vous intéresse dans les questions. Et donc, ce miracle-là, je voulais le raconter un peu et je me disais pourquoi moi j'écrirais. Tu sais, on a une blague entre nous, les gens qui connaissent la Chine, on dit tout le temps, quand on va en Chine 3 semaines, on écrit un livre. Quand on y va 3 mois, on écrit un article de magazine ou de revue. Et puis quand on y va 3 ans, on n'ose plus écrire. Pourquoi? Parce que c'est un pays tellement complexe qu'on se dit comment moi je peux écrire sur ces gens-là. Et donc, la seule chose qui m'a incité à l'écrire, d'abord, ma maison d'édition voulait que j'écrive quelque chose. C'est un livre qui a eu un succès fou. On est au-delà de 25 000 exemplaires. Un succès de librairie au Québec, c'est 3 000 exemplaires. Ça vous donne une idée de la curiosité que vous avez de connaître ce pays-là. Et moi, je suis très content de ça. Mais l'idée aussi, c'est que j'étais probablement, en tout cas au Canada, une des rares personnes à avoir été, dans mon cas, j'étais journaliste, donc j'ai vécu en Chine dans les années 80, à partir de 82, où la Chine était pauvre. Même les Chinois aujourd'hui me disent, vous avez connu une Chine qu'on ne connaît pas. Et c'était donc, j'ai eu donc ce privilège d'être jeune à 30 ans, correspondant pour les réseaux anglais, réseaux français, voyant cette Chine se relever de la misère extrême dans laquelle Mao les avait laissés et de la destruction du pays, les universités, les grands orchestres, la culture chinoise, tout s'était écroulé parce que c'était interdit. Et Mao ne voulait pas qu'il y ait une pensée qui se développe autre que sa pensée qui rentrait dans le crâne des gens tous les jours à travers des réseaux de haut-parleurs qui couvraient toute la Chine. Et tout d'un coup, ces gens-là, en 82, avec un leader visionnaire à l'époque, décident de lancer cette révolution-là. J'ai suivi la révolution régulièrement comme journaliste. Je revenais tout le temps, entre autres pendant les Jeux de 2008, où on a fait toute une série à Radio-Canada qui s'appelait À l'heure de la Chine. Et c'est 1 heure par soir avant le début de la diffusion des Jeux. Et ça a été un succès fou. J'ai pris tous mes collègues correspondants qui avaient été en Chine depuis les années 70, où Radio-Canada est allé pour la première fois. Puis on les a envoyés en Chine. Alors, on avait assez d'argent à l'époque pour faire ça pendant 2 semaines pour qu'ils nous rapportent leur vision de la Chine à partir de leur façon de voir les choses. On coordonnait tout ça et ça a donné une série absolument fantastique où on voyait leur perspective à chacun et puis on a appris beaucoup sur la Chine. Alors, c'est ça qui a fait que j'ai écrit ce livre-là. Euh, Pourquoi ça s'appelle Les angoisses de ma prof de chinois? Pour vous expliquer, ceux qui ne l'ont pas lu, c'est que quand quand ma maison d'édition a voulu me parler pour me proposer un livre, je ne voyais pas tellement, j'hésitais, comme je vous l'ai dit, à l'écrire, mais je ne voyais pas tellement comment j'allais structurer ça, qu'est-ce que j'allais faire. Puis je dis une chose qui m'a fasciné ces dernières années. J'étais comme diplomate à la fin de mes, à l'époque, j'avais 68 ans quand je suis arrivé, 72, même un peu plus jeune quand je suis arrivé, j'avais 72 ans quand j'ai quitté. C'était comme la fin de ma vie professionnelle. Et il y a une chose qui me fascinait, c'est que toutes les semaines, j'avais ma prof de chinois qui venait au bureau où j'allais à son école et puis je continuais à apprendre le chinois tout le long. Puis elle avait une méthode qui était très intéressante parce que moi, je parle chinois couramment, mais pour toujours apprendre du nouveau vocabulaire,
chaque semaine, on m'envoyait un devoir écrit en caractère chinois, me posant des questions. Et puis, quand on arrivait sur place, ben, on répondait, puis on discutait sur les sujets. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'elle était très curieuse politiquement. Elle était, elle avait une capacité d'autocritique par rapport à la Chine. Elle osait beaucoup, même si nos conversations devaient être enregistrées quand on était dans son école ou dans mon bureau. Moi, ça ne me dérangeait pas tellement. Donc, moi, je critiquais beaucoup autant ce qui est critiquable au Canada que ce qui est critiquable en Chine parce qu'elle aimait beaucoup parler de nos deux systèmes, de comparer les deux systèmes et tout ça. Et puis, ça donnait des conversations hallucinantes. Et chaque fois, je prenais des notes sur ces conversations-là. Puis, vous allez retrouver dans le livre des éléments de ça et qui rendent le livre passionnant, comme par exemple quand elle me dit un jour, pourquoi vous autres, les Canadiens, vous êtes racistes? Et là, c'est intéressant parce que c'était l'époque récente où on disait qu'il y avait un racisme systémique dans nos administrations publiques, entre autres. M. Legault était furieux de ça, il disait que ça n'existait pas. Et M. Trudeau avait reconnu que c'était vrai, en tout cas à Ottawa. C'était vrai probablement sans doute au Québec et tout ça. Puis là, je me disais, comment je vais lui faire comprendre euh, tu sais, que le racisme, ça existe et pourquoi ça existe. Et là, quand elle m'a posé la question, quand je suis arrivé en cours, je lui ai dit, ben, nous, on est raciste au Canada parce qu'on a des races. Et là, elle était très surprise, mais je disais, quand on a des races qui vivent et qu'on est un mélange culturel, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de culture, il y a des problèmes d'adaptation, il y a des problèmes de différentes natures de la vie en commun, parce que c'est plus compliqué de s'adapter. Puis j'ai dit, vous autres, regardez, là, 99% des Chinois, vous êtes des Han, la même ethnie. Vous êtes pareils. Mais regardez comment vous traitez les Tibétains. Regardez comment vous traitez les Ouïghours musulmans du Xinjiang. Et là, elle était sidérée. Tu sais. Puis j'ai dit même, j'écris dans mon livre, que vous traitez les Chinois pire souvent que même vos minorités. Puis ça, c'est vrai, parce qu'il y a eu la révolution culturelle en Chine, où il y a eu 30 millions de morts, de faim, mais aussi de torture, etc., etc. Les Chinois sont très durs face à eux-mêmes. Alors, ça a été, je vous, je vous fais pas un dessin, mais ça a été une discussion absolument passionnante, où est-ce qu'elle aimait quand même être confrontée, mais on s'amusait en le faisant, puis c'était très intéressant comme échange d'idées. Alors, moi, je voulais vous dire parce que Catherine a parlé tout à l'heure de solidarité internationale. Moi, je dis, on a ces dernières années vécu ce que j'ai appelé le syndrome post-COVID, où d'abord, la Chine, tout d'un coup, au moment de la COVID, quand la COVID a éclaté, s'est retournée sur elle-même, a fermé ses portes, puis elle n'a pas voulu donner, même à l'Organisation mondiale de la santé, le contexte dans lequel cette nouvelle pandémie-là était née. La Chine n'a pas du tout partagé ses vaccins, sauf peut-être avec certains pays de ce qu'on appelle le Sud global, un peu plus que nous. Donc, il y a eu cette espèce on a découvert à ce moment-là une Chine que je ne connaissais pas aussi agressive que ça, capable d'être à l'origine de ce mal-là, qu'elle a camouflé pendant 2 mois le temps que des millions de Chinois quittent la Chine pour aller en vacances à l'occasion du Nouvel An lunaire, sans prévenir le monde entier, qu'on avait découvert dans la seule région de Wuhan où il y a des millions de gens qui sont partis en Europe, entre autres. On avait découvert un virus dont on ne comprenait pas la virulence et dont on ne connaissait pas de traitement. Et tout ça parce on avait une crise, on ne voulait pas en parler, on ne voulait pas que ça se sache, mais on n'avait pas prévu que tous ces gens-là, pour le Nouvel An chinois, qui étaient probablement en grande majorité déjà porteurs du virus, s'en aillent partout. Si vous vous souvenez, c'est en Italie qu'on a vu les premiers cas en dehors de la Chine, parce qu'il y a des villages italiens qui viennent de régions très précises de la Chine, et entre autres, où il y a des Chinois qui viennent de régions très précises de la Chine depuis des générations. Et les Chinois vont en vacances en Chine et vont en Italie pour voir leur famille ancestrale. Et qu'est-ce qu'on a découvert aussi en plein milieu à l'issue de cette pandémie-là? On a découvert des pays riches comme les nôtres et leurs intérêts. Des pays riches comme le Canada, les États-Unis et tout ça, qui ont offert à leurs citoyens, qui ont développé des vaccins, qui ont offert
qui ont payé pour tout ça, qui ont offert des campagnes massives de vaccination, mais qui n'ont jamais donné de leur vaccin ou en très petite quantité aux gens pauvres de la planète qui ont dû se débrouiller eux-mêmes seuls. Et ça a été pour moi une révélation entre la Chine et nos propres intérêts à nous de l'échec de la solidarité internationale. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, tout ça, ce n'est pas le fait des Chinois, mais c'est le fait des gouvernements et de nos gouvernants. Et moi, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Au même moment, on voit dans le monde une chose qui est très inquiétante, et la Chine est partie de ça, fait partie de ça, c'est la montée dans le monde des autocrates, c'est-à-dire des gens qui ne respectent plus la démocratie, qui développent des régimes qui ont des succès, et ça crée de l'envie, ça crée aussi une sorte d'émulation qu'on voit dans certaines régions de la planète, où avant on disait on veut créer des démocraties à l'européenne, à l'américaine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chefs d'État, de gouvernements dans le monde qui disent le modèle chinois fonctionne, il faut l'imiter, il faut arrêter la démocratie, ça ne sert à rien, ça nous nuit, etc., etc. Donc, c'est toutes des idées que je voulais vous partager au début. Et avec la montée des autocrates, les Poutine, les Xi Jinping, etc., c'est la course de la planète aux armements qui est, encore une fois, en 2023, ça va être vrai pour 2024, les chiffres records d'achat d'armes. J'entendais hier que la Chine va vendre pour la première fois son plus gros contrat d'armement dans le monde, dans toute son histoire. Elle est rendue maintenant, la Chine qui, en 1990, n'avait pas d'armée ou presque, une armée complètement dépassée. Aujourd'hui, est un fabricant d'armes, fait des concurrences les États-Unis, la Russie dans le monde, avec l'Europe aussi, avec ses usines et ses fabrications d'armes sophistiquées. Et l'Indonésie, qui est un petit pays d'Asie de 250 millions d'habitants, entre parenthèses, l'Indonésie qui a un nouveau président qui a été confirmé en poste en octobre et qui se rendait en Chine aujourd'hui pour signer ce plus grand contrat d'armement-là. La Chine, l'Indonésie qui auparavant était beaucoup plus dépendante de ses anciennes puissances coloniales comme l'Angleterre, entre autres, les États-Unis en partie pour s'armer et qui là se tourne vers la Chine. Donc il y a cette espèce de montée là, même si l'Indonésie est une démocratie, elle est attirée par la Chine sous diverses façons. Donc, tous ces phénomènes-là qui sont passés récemment sont un petit peu inquiétants et ça justifie le fait que quand je suis arrivé ici au Canada, quand je suis revenu de Chine en septembre 2021, j'ai senti ici un espèce de sentiment anti-chinois qui était extrêmement incompréhensible pour moi, mais que je comprends aujourd'hui après en avoir discuté avec de plus en plus de gens ici. Pourtant, la Chine, pour moi, c'était une sorte de modèle. Moi, je disais tout le temps, parce que j'ai connu le début de la révolution économique chinoise, que ce pays-là, là, la révolution qui était en train de mettre sur pied, où on a dit aux Chinois d'un jour à l'autre, il y avait un leader chinois qui s'appelait Deng Xiaoping, qui a remplacé Mao, qui est un tout petit monsieur qui avait été emprisonné par Mao, qui avait été exilé dans sa région du Sichuan. Son fils avait été torturé, jeté d'une fenêtre de l'université, était resté paraplégique, quadriplégique même. Il avait souffert de Mao et ce bonhomme-là a pris la relève et a dit, dorénavant, il faut voir la vérité dans les faits. En d'autres termes, on ne se raconte plus d'histoire. On s'est trop fait dire que tout était beau, tout était parfait, puis on crevait de faim. C'est fini. Donc, peu importe qu'un chat soit blanc ou gris ou noir, pourvu qu'il attrape des souris. Ça, c'est un autre de ses slogans. Ça changeait pas mal des slogans de Mao. Et puis, après ça, il s'est mis à dire aux gens aussi, dorénavant, il n'est plus honteux d'être riche. Certains le deviendront avant vous, mais vous le deviendrez éventuellement. C'était cette idée qu'il fallait laisser les entrepreneurs développer leurs affaires. Il fallait laisser les gens entreprendre pour que ce peuple-là d'1,4 milliard d'habitants puisse arriver à une forme de progrès où les résultats ont été impressionnants. Pourquoi? Parce que moi, j'appelais ça le laboratoire du 21e siècle. Comment on peut prendre 1,4 milliard d'habitants puis les faire progresser à un rythme extraordinaire comme ça. Si on prenait l'Afrique aujourd'hui puis qu'on donnait aux Africains ce que Deng Xiaoping a donné aux Chinois, on pourrait leur donner exactement ça. Vous savez qu'en Afrique, il y a je pense que c'est 2 Africains sur 10, non, c'est pas ça, c'est 6 Africains sur 10
qui n'ont pas droit qui n'ont pas accès à une source d'énergie stable. Ça, c'est énorme. Si on leur donnait, si on les aidait à développer des sources d'énergie, ils ont la capacité en Afrique de développer un potentiel mondial important d'énergie renouvelable parce qu'ils ont des rivières, etc. Ils ont du soleil. Et si on leur donnait les moyens, si on les aidait à se développer sur ce plan-là, le progrès en Afrique suivrait le même chemin et ça fonctionnerait. Pourtant, ce n'est pas des démocrates qui sont au pouvoir, c'est le Parti communiste chinois. Vous voyez M. Deng Xiaoping qui est là en haut et vous voyez les trains à grande vitesse chinois qui font l'envie du monde entier maintenant. Et la réussite de Deng Xiaoping, c'est qu'à partir des débuts de la réforme, au début des années 80, jusqu'à, disons, jusqu'à 2020, on a sorti de la pauvreté en Chine plus de 80 millions de personnes. Aujourd'hui, la classe moyenne en Chine, c'est au-delà de 450 millions d'individus qui vivent comme vous et moi, qui consomment, et qui sont d'ailleurs très critiques en consommation, qui sont critiques face à l'environnement aussi, ce qui a forcé la Chine à vraiment changer son mode de développement. Les Chinois aussi sont responsables. C'est un laboratoire intéressant parce que c'est un nouveau type de développement. C'est un gouvernement autoritaire qui permet la naissance de marchés privés extrêmement importants. Aujourd'hui, 70 de l'économie chinoise, c'est l'entreprise privée. Vous allez me dire, le gouvernement a d'autres façons de le contrôler. On pourra en parler ça aussi plus tard. Mais le type de développement était unique parce que quand on était plus jeune, vous et moi, on a connu la guerre froide. On a connu les deux blocs communistes et le bloc occidental, les grandes démocraties, s'affronter sur le plan idéologique. Mais à l'époque, les Russes qui pouvaient voir ce qui se passait en dehors de l'Empire soviétique ou les habitants de l'Empire soviétique pouvaient s'apercevoir que leur vie matérielle à eux était complètement primitive par rapport à notre vie matérielle. Et quand tout ça a commencé à filtrer et que les Russes, que les gens des pays de l'Est de l'ex-Union soviétique se sont mis à se rendre compte de ce qui se passait à l'extérieur vraiment, quand la propagande a cessé, on a vu tout de suite une implosion du bloc soviétique. Pourquoi? Parce que les gens n'en pouvaient plus, ne toléraient plus Et aujourd'hui, les régimes autoritaires ont des succès qui sont souvent meilleurs que les nôtres. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et c'est ce qui fait que c'est un modèle de développement autoritaire qui s'est mis à faire des progrès et qui, encore aujourd'hui, nous étonne beaucoup. Les Chinois ont développé depuis le début des années 80 ce qu'on appelle la manufacture 4.0. C'est la manufacture chinoise d'aujourd'hui, après avoir fait des chemises, des vêtements, tout ça pour lancer sa révolution économique. Aujourd'hui, c'est la hyper haute technologie. C'est le plus grand fabricant au monde de véhicules électriques. Si on ne veut pas, si on ne les a pas au Canada, c'est parce qu'il y a des barrières tarifaires qui nous empêchent de les avoir sur nos marchés, mais leurs voitures, les Européens le vivent actuellement. C'est pour ça que l'Europe entière est en crise de l'automobile, parce que les voitures chinoises sont 2 fois moins chères, beaucoup plus belles, beaucoup plus efficaces, beaucoup plus durables. C'est le plus grand fabricant de voitures, comme je l'ai dit, électriques au monde, et ce n'est pas des voitures primitives, au contraire. Les Chinois ont réussi aussi quelque chose d'exceptionnel si vous y alliez. Ils ont bâti les villes les plus modernes. L'avenir de la population, l'avenir de la population mondiale, c'est la vie en ville. Quand je suis arrivé dans les années 80, il y avait peut-être 70 de la population chinoise qui vivait dans les campagnes, même plus que ça, on disait 80 à l'époque. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est 20 de la population chinoise qui vit dans la campagne en général. Et les Chinois ont développé des centaines de villes qui aujourd'hui sont des villes en moyenne de 5 millions d'habitants et plus. Et la vie en ville, c'est la vie en Chine. Les plus grandes villes de Chine ont 25, 30, 35 millions d'habitants. La ville de Shanghai, où j'ai vécu pendant 5 ans principalement, j'avais aussi une petite résidence à Pékin, mais la ville de Shanghai, je l'avais vue avec le maire de Montréal, Jean Drapeau, dans les années 85. Il nous suppliait d'aider la ville à développer ses égouts. Parce que sous Mao, la ville était passée de, je ne sais pas moi, 1 million d'habitants à 5 millions et demi, puis les égouts n'avaient pas suivi. Alors imaginez la situation catastrophique de la ville. On ne parle pas de développer des édifices, l'architecture et tout ça. Et aujourd'hui, c'est des villes qui, en termes de développement durable,
environnement, transport écologique, etc., et sécurité sont des modèles dans le monde entier. Tout ça à cause de cette espèce de nouveau type de développement autoritaire, mais qui permet aussi l'initiative et qui accélère l'initiative. L'environnement, dans le laboratoire du 21e siècle, je vous l'ai dit, ils ont réussi à développer un modèle environnemental unique au monde. On disait hier que les États-Unis, M. Trump arrive en pouvoir, il va probablement ressortir les États-Unis de l'accord de Paris. C'est un climato-sceptique, c'est un personnage qui va détruire toutes les réformes que sur ce plan-là, M. Biden avait faites. Il avait restauré la participation des États-Unis aux accords de Paris. Ce faisant, les États-Unis vont donner un exemple terrible à la population mondiale s'ils font ça. Des grandes puissances comme l'Inde, qui ne sont pas encore dans la démarche environnementale de la Chine, vont probablement se justifier de dire ben, on n'avancera pas aussi vite parce que ça coûte cher à investir dans l'environnement. Et la Chine l'a fait depuis des décennies. Ça fait partie de sa révolution parce que dès que la classe moyenne a commencé à monter, les Chinois ont été très intolérants sur l'air pollué, sur l'eau polluée, et ont forcé leur gouvernement parce que malgré que c'est un système autoritaire, c'est un système qui surveille constamment les humeurs de la population et qui progresse à cause des pressions, comme ça existe même dans nos démocraties. Pendant tout ce temps-là aussi, le petit Deng Xiaoping en haut, une chose qu'il a faite, la première chose quand il est arrivé au pouvoir, il est allé aux États-Unis. Ça a été très important pour les Chinois parce que Mao n'était jamais allé aux États-Unis. Les États-Unis avaient reconnu quelques années plus tôt la Chine et les relations étaient très primitives entre les deux pays. Et lui, il a tout de suite dit, il faut aller apprendre des autres. C'est comme ça qu'on va réussir. Et puis, comme je l'ai dit, ben, ils ont créé une classe de Chinois qui aujourd'hui consomment. Et je dis tout le temps, dans un pays comme la Chine aujourd'hui, alors que quand j'étais là dans les années 80, personne n'avait de l'espoir pour l'avenir. Aujourd'hui, les Chinois ont autant de possibilités que nous de réaliser leurs rêves et souvent même plus pour différentes raisons. Les Chinois, après ça, ont commencé à avoir leurs problèmes. Un problème d'autocratie, discipline. Avec l'autocratie, quand on ne surveille pas les dirigeants, qu'est-ce qui arrive? Ils ont la tentation de corrompre leurs amis, etc., de prendre le contrôle du pouvoir pour s'enrichir. Gros problème en Chine. Vieillissement de la population, pourquoi? Parce que les Chinois ont fait une erreur qui a commencé sous Mao, de dire pour ralentir la population, la progression de la population, on est un gouvernement autoritaire, qu'est-ce qu'on fait? Vous n'aurez pas le droit d'avoir plus qu'un enfant par famille. Et les démographes, déjà au début, disaient ça n'a pas de bon sens parce qu'à un moment donné, la croissance va faire ça comme ça. Et on va diminuer la population à un rythme effarant. C'est multiplié par 1,4 milliard. C'est une courbe aujourd'hui qui fait que la Chine ne fait plus d'enfants. Il y a un phénomène social couplé à ça qui est le phénomène dans nos pays à nous, les gens éduqués, les gens qui ont de l'argent, les femmes ne veulent plus les familles ne veulent plus faire d'enfants ou plus autant qu'avant. C'est normal, quand on est une famille à la campagne, on a besoin de bras. Quand on arrive en ville, les contraintes sont différentes, le coût de la vie est plus élevé, tout ça. En Chine, c'est un phénomène inouï. Les femmes chinoises, dans une grande majorité, ne veulent pas se marier et ne veulent pas avoir d'enfants. C'est un drame à l'échelle de ce pays-là, à un point qu'on n'a jamais vu. Il y a une crise immobilière inouïe en Chine parce qu'artificiellement, ça a été un défaut de la révolution chinoise pour faire progresser le pays. Le gouvernement a investi beaucoup dans la construction d'édifices d'habitation, la construction de toutes ces villes nouvelles-là, dont on ne connaît pas même les noms à l'extérieur de la Chine. Il y a eu une crise immobilière. Pourquoi? Parce qu'on a trop construit. La corruption a fait qu'on a spéculé là-dessus. Résultat, vous avez vu ces images-là peut-être dans le passé de ces villes construites en Chine qui sont vides parce qu'il y en a eu trop. Et donc, ça crée un écroulement du marché immobilier qui est encore un problème majeur et qui menace les finances de ce grand pays-là. La classe moyenne, son impatience, je l'ai dit pour l'environnement, mais dans tous les domaines, la classe moyenne veut du service, est très exigeante comme classe consommatrice. Ça crée beaucoup de tensions dans le pays parce que le gouvernement y voit aussi une contestation de ce qu'il est. Et ça, c'est extrêmement difficile. Le choc de la COVID, ça a été terrible aussi parce que la Chine s'est isolée du monde. Son économie est vraiment tombée parce que les Chinois,
après les Jeux olympiques d'hiver de 2022, les Chinois ont, pas 2022, 2000, oui, non, 2020, pardon, excusez-moi. C'était le début de la COVID. Après les Jeux d'hiver de 2020, les Chinois ont fermé le pays, puis ont fermé des villes entières en Chine, les plus grandes villes dont je vous parlais, fermé des usines massivement parce qu'ils n'arrivaient plus à contrôler. Euh, Leur vaccin n'était pas assez bon. La discipline des gens commençait à s'essouffler. Alors, la seule façon de le faire, c'est d'enfermer pendant des mois des gens chez eux dans les villes de Chine, ce qui a fait un écroulement de l'économie et qui aujourd'hui a de la misère à se remonter parce que justement, euh, euh, on ne crée pas assez d'emplois. Il y a un chômage chez les jeunes, ce que jamais la Chine avait connu depuis le début des réformes économiques. Bref, c'est une puissance aujourd'hui qui est déstabilisée, mais qui est aussi déstabilisatrice parce que le gouvernement se sent menacé par la consommation, la contestation interne, et le pouvoir du président Xi Jinping a tendance à être très critiqué. Qu'est-ce qu'on fait? On réprime massivement la population, on surveille les réseaux sociaux, on empêche beaucoup de gens de s'exprimer, mais aussi on crée un mythe. Le mythe, c'est que si on est en difficulté, c'est à cause de l'étranger. C'est parce que l'étranger veut nous empêcher de continuer à progresser. M. Poutine fait la même chose actuellement. Hein, qu'est-ce qu'il a dit quand il a envahi l'Ukraine? Il a dit les nazis de l'Ukraine menacent notre existence. Et cette idée de développer une menace étrangère, ça permet de dire à la population, taisez-vous, on est dans une période difficile, suivez-nous et on va décider ce qu'on va faire. Résultat, la Chine est en train de développer la plus grande armée au monde. Déjà au moment où on se parle, les Chinois ont plus de navires de guerre que les États-Unis. C'est la plus grande flotte au monde, la flotte américaine. Et parce qu'ils développent tout ça à un rythme effarant. On appelle la diplomatie chinoise la conquête des loups guerriers, cette volonté d'exercer l'influence de la Chine partout. Les Chinois sont présents en Afrique, sont présents dans toutes les organisations internationales pour tenter de contrôler ce qui se passe. Les Chinois, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a la mer de Chine et toute la partie du sud de la mer de Chine où on retrouve la Malaisie, le Vietnam, l'Indonésie, le Cambodge, le Vietnam, je l'ai dit, et le grand pays des Philippines avec ses milliers d'îles, dans toute cette région-là, les Chinois considèrent, malgré toutes les conventions internationales, que toutes les îles dans ces mers-là leur appartiennent et que cette mer-là leur appartient de façon historique et ils s'installent dans les îles où il n'y a pas de population. Ils créent des îles artificielles. Il y a des affrontements entre la marine des Philippines, la marine vietnamienne. C'est extrêmement compliqué. Les pêcheurs dans cette région-là en souffrent énormément. Donc, cette espèce de conquête, de volonté de conquête, où on ne respecte pas les règles internationales, c'est extrêmement difficile. Avec le développement de son économie, l'économie chinoise a tellement été aussi subventionnée par le gouvernement, comme l'immobilier, qu'aujourd'hui, les Chinois ont trop de produits. Je vous l'ai dit, ils sont devenus les plus grands producteurs de voitures électriques au monde. Le problème, c'est que l'économie chinoise a des difficultés. Les millions, les centaines de millions de consommateurs chinois ne consomment plus comme ils consommaient dans les dernières 10, 15 années. Donc, il y a des surplus de production en Chine et ce que font les Chinois, c'est qu'ils vendent leurs voitures en Europe à des prix qui sont absolument, qui égorgent la concurrence. On appelle ça du dumping parce qu'ils sont prêts à perdre de l'argent plutôt que de rester pris avec des... Regardez, l'image d'en bas, le bateau que vous voyez, c'est un transporteur de voitures. C'est la compagnie qui est inscrite sur le côté, c'est BYD, c'est le plus grand fabricant au monde maintenant de voitures électriques, plus grand que Tesla. Et c'est des compagnies qui se sont développées dans les 30 dernières années. Vous allez me dire Tesla aussi, et c'est vrai. Il y a un progrès là qui est absolument fabuleux. Mais ça a donné surproduction, difficulté économique. Et avec tout ça, quand on est en difficulté, qu'est-ce qu'on fait? On veut changer l'attention de la population. Alors on dit, c'est à cause de l'étranger. Puis on dit, pourquoi on n'en profiterait pas pour détourner l'attention en faisant la conquête de Taïwan? Taïwan, c'est une île dans la carte, c'est dans la partie est de la Chine, en face d'une province chinoise qui s'appelle le Fujian. C'est une île qui a 29 000 habitants environ.
C'est un pays très prospère qui, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, est devenu ce qu'on a appelé au début des années 80 un tigre de l'Asie, des petites économies comme Singapour, Taïwan, la Thaïlande, qui ont fait énormément de progrès. C'est des grands producteurs industriels, plus grands producteurs au monde de microprocesseurs pour tous nos ordinateurs et notre intelligence artificielle dans le monde. Mais Taïwan fait l'envie de Xi Jinping, le président de la Chine actuellement, qui est un peu un mégalomane et qui rêverait de profiter des circonstances pour mobiliser l'attention des Chinois sur un sentiment légitime des Chinois de vouloir réunir. Taïwan a fait sa séparation de la Chine après la victoire de Mao. Mao n'a jamais eu les moyens de la reconquérir, surtout pas militairement, parce que l'armée chinoise a pris du temps. Mais aujourd'hui, l'armée chinoise peut reconquérir Taïwan en quelques heures. Il y a des scénarios que le Pentagone aux États-Unis a fait, puis jamais les États-Unis ne pourraient empêcher si ça se produisait. Alors, si un jour, quand même, ça se faisait, qu'est-ce que ça provoquerait dans la planète? Bref, on est dans une situation où ce pays-là, dont j'aime beaucoup le peuple, qui a travaillé pour toutes ces réussites-là, mais qui est dirigé par un pouvoir qui est de plus en plus autoritaire, un président, le président que vous voyez en haut, Xi Jinping, qui, en Chine, Deng Xiaoping, quand il a repris le pouvoir de Mao, il a dit le président ne pourra pas exercer plus que 2 mandats, comme aux États-Unis, comme en France, etc. Et Xi Jinping est arrivé au pouvoir au milieu de son 2e mandat. Il a changé la constitution du pays, il contrôlait tout. Et il s'est donné comme permission à lui-même de solliciter un 3e mandat qui lui a été donné parce qu'il n'y a pas de vraies élections. Et il n'y a rien dans la constitution chinoise maintenant qui l'empêche comme Poutine en Russie, de solliciter des mandats de façon continuelle, donc d'exercer un pouvoir dictatorial tout puissant. Là, je vais aller vite parce que je veux finir mon exposé. Je suis un petit peu en retard. Euh, on assiste donc dans le monde à une vision du monde extrêmement différente entre les autocrates et les démocrates. Hein, c'était la bataille de M. Biden quand il est arrivé au pouvoir. Il a dit, il faut que nous, les démocrates, nous prouvions au reste du monde que nous sommes le meilleur régime, la meilleure façon de fonctionner. On a un problème de crédibilité de ce côté-là. Et c'est la bataille de Poutine et Xi Jinping aussi, parce qu'eux aussi valorisent leur système. Et je vous l'ai dit, il y a de plus en plus de gens qui voient à quel rythme la Chine s'est développée, qu'ils disent pourquoi on n'aurait pas un système identique, pourquoi la démocratie nous ralentit, il y a trop de débats, pourquoi on ne devrait pas être plus efficace. Donc, il y a un clash. Ça, c'est un mot chinois. Non, c'est une blague. Un clash des valeurs, donc une confrontation des valeurs qui n'a jamais existé autant dans le monde. Et on a, nous, les démocrates, qui croyons en nos régimes, un défi de démonstration, parce qu'on n'est pas toujours efficace. Et nos démocraties ne sont pas toujours très transparentes. Regardez la bataille aux États-Unis, comment elle s'est faite, le langage utilisé par M. Trump, le langage maintenant en politique américaine, les confrontations verbales, le non-respect de l'adversaire. On a un défi de démonstration. La concurrence mondiale nous force à se positionner par rapport à ces régimes-là qui nous concurrencent. Et il y a dans ça des conséquences si on échoue, parce que c'est nos démocraties qui vont... Et il y a déjà un recul de la démocratie dans le monde. Il y a des organismes dans le monde qui mesurent ces données-là. Il y a déjà un recul important de la démocratie dans le monde et qui est préoccupant. Et pourquoi? Parce que nous, les démocrates, on a des échecs. La propagande chinoise montre constamment nos échecs. Alors, regarde, ça, c'est un exemple de la propagande chinoise. Ils disent, regardez, on est un des pays les plus sécuritaires au monde, et c'est vrai, je comprends, et la police est partout, et puis on surveille tout, on surveille vos téléphones, on surveille vos communications sur Internet, et regardez le taux d'homicide par 100 000 habitants, regardez le taux aux États-Unis. Alors, les Chinois rient beaucoup de nous, se moquent de nous au système qui échoue, et ça, c'est un discours qu'ils tiennent non seulement à la population chinoise, mais à travers le monde. Donc, notre inefficacité, notre démocratie vulnérable. Pourquoi aussi? Parce que, je vous l'ai dit, depuis la guerre entre le bloc soviétique et le bloc occidental, où nos économies dévastaient en termes de concurrence les économies du bloc soviétique, aujourd'hui, on n'a plus le monopole des peuples heureux.
Hein. Le système chinois, je vous l'ai dit, les Chinois ont autant d'espoir de réaliser leurs rêves que nous dans nos pays. Et c'est ça qui est important. Donc, ils réussissent là où on ne réussit pas toujours. Il y a encore dans le monde aujourd'hui, malgré la richesse de la planète, 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim au moment où on se parle. Puis en termes d'aide à ce qu'on appelle le Sud global, les Chinois font beaucoup plus et de façon beaucoup plus efficace que nous. La Chine et le modèle chinois deviendra-t-il assez important pour qu'ils aient plus d'influence sur l'avenir de la planète que nous? Et c'est en voie de se faire si on n'est pas attentif. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reprendre le leadership. L'avenir de notre démocratie est important. Il faut y faire attention. Quand j'ai reçu la médaille de l'Assemblée nationale, je parlais à des députés qui étaient là, parce que c'est les députés qui nous donnent cette médaille-là. Puis je leur ai dit, moi, j'étais ici à la tribune de la presse comme journaliste il y a 30 ans, et je vous vois faire aujourd'hui, vous vous occupez trop de vos intérêts de parlementaires et vous ne savez plus ce que la population pense et veut. Parce qu'on le voit quand on est au Parlement, c'est un monde dans lequel il y a un jeu entre eux tellement effrayant que c'est des petites batailles. Puis on a l'impression qu'ils sont déconnectés complètement Et ça, c'est un grand danger. Puis ça a été dur de recevoir à la fois une médaille d'eux, puis de leur dire fermement, poliment par contre, mais fermement, attention, il y a une dérive là que je vois, puis qui est dangereuse. Regardez Mme Harris. Ah, c'était une femme extraordinaire. On dira tout ce qu'on voudra d'elle. Mais le peuple américain a voté, c'est un vote record là, en faveur de Trump et des républicains, alors qu'il représentait tout ce que le peuple, euh, ce dont le peuple n'a pas besoin. Il réduit les taxes des riches, toutes les questions environnementales, il fout ça à la poubelle. Euh, il va imposer des tarifs aux produits étrangers au nom de la protection de l'industrie américaine qui vont faire augmenter les prix. Vous allez voir, ça va être inouï aux États-Unis. L'inflation va recommencer. Bref, en plus de ça, dans un discours haineux tout le long de sa campagne, mais les gens n'ont pas écouté, ont cette impression que Mme Harris n'a pas pu enlever, que les démocrates ne s'occupent que de l'élite, ne s'occupent pas des citoyens, que tous les problèmes de l'économie, qui est pourtant, quand on regarde tous les détails de l'économie américaine, c'est l'économie la plus prospère au monde actuellement. Et malgré tout ça, les Américains ont voté pour le personnage qui va leur nuire le plus. Et tout ça, c'est des questions d'image. Donc, il faut faire très attention donc, à, à nos démocraties. Il faut investir dans nos forces si on croit qu'on a des forces. Il faut s'occuper de nos populations, c'est ce que je disais aux députés. Il faut avoir nos alliances. C'est sûr qu'on a été beaucoup trop dépendant de la Chine. On a cru à la Chine. Pendant des années, on a eu une inflation très basse dans nos pays parce qu'on achetait des produits chinois qu'on ne pouvait pas fabriquer à ce prix chez nous. On était devenu, notre productivité et nos salaires étaient très élevés. Notre productivité aurait dû compenser, mais on est un des pays les moins productifs dans les pays développés du monde. Ça, c'est une autre question. Il faut régler les sources de conflits dans le monde. Il faut repenser la solidarité internationale, parce que même des organisations comme l'ONU ne sont plus écoutées et ne sont plus considérées par beaucoup de pays. Et surtout aussi, il faut, et ça c'est la dernière chose que je dis, malgré ce que je dis des leaders de la Chine, de la Russie et tout ça, il ne faut pas perdre contact avec eux. Parce que si on perd contact avec eux, on ne les comprend plus. Et donc, c'est très important. C'est ce que j'ai dit, par exemple, au gouvernement Trudeau quand il a développé sa politique indo-pacifique. J'ai dit, on a été trop dépendant de la Chine en Asie. Il faut s'en aller dans les autres pays, l'Inde, l'Indonésie, des pays qui ont une croissance économique fabuleuse. Et puis aussi, parallèlement à tout ça, il faut mieux connaître la Chine. Quand je suis parti de la Chine, il y avait peut-être chaque année 400 étudiants canadiens qui venaient étudier, puis souvent pas pour plus que 3 mois en Chine, alors qu'il y avait 150 000 étudiants chinois qui venaient étudier au Canada chaque année. Les Chinois nous connaissent mieux qu'on les connaît. Extrêmement dangereux. Alors, j'ai essayé de vous communiquer un petit peu ce que je pense de la Chine et du rôle de la Chine dans le monde. Maintenant, j'aimerais ça qu'on en parle. Il y a des micros, vous pouvez venir au micro, et puis on peut échanger entre nous.
Alors, un brave, c'est bon. Félicitations pour la présentation. Je pense que ça va. Oui, c'est très intéressant. Il y a deux points qui m'intéresseraient de savoir un peu. C'est au niveau de l'éducation là-bas, parce que pour arriver à de tels résultats économiques et autres, sans doute qu'il y a eu une part d'éducation là, qui a été assez forte. Et en ce qui a trait à la santé aussi, comment est-ce que là-bas ça se vit avec, en conséquence avec tout ce développement-là? Si on regarde, nous ici, bien évidemment qu'on a des difficultés aux deux niveaux, là, l'éducation et la santé. On ne réussit pas à se sortir de ça. Et la santé, mais il y avait, je pense, c'était un Américain, Tom Dooley, là, qui était allé là. Je ne sais pas si c'était sous l'ère Mao, Ouais. mais il y en avait un de Montréal là, qui était plus Le connu. docteur Béthune. Oui, Béthune. Ouais. Ils ont encore un certain respect pour ce médecin-là là, qui était allé aider, je pense que c'était sous l'ère Mao, mais donner quelques informations là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est quand Deng Xiaoping, le petit homme que je vous ai montré tantôt, a lancé les réformes économiques du pays. Moi, je disais toujours ça quand j'allais dans des pays du tiers-monde. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'avais fait tout un reportage sur la drogue en Colombie. Et puis, les Colombiens essayaient le gouvernement colombien, de convaincre les petits paysans de la campagne dans les régions où on faisait pousser de la coca pour faire de la cocaïne, de changer de culture, de cultiver de la banane et tout ça. Or, il n'y avait pas de route reliant les villages. Pourquoi les gens cultivaient de la cocaïne? C'est parce que ça ne pèse rien. Tu arrives avec un gros sac comme ça en fin de journée, puis ça te paye des fortunes. Et l'importance des routes. Qu'est-ce que les Chinois ont fait en arrivant? Ils ont développé des réseaux routiers fabuleux. Si vous voyez les autoroutes dans ce pays-là, c'est fabuleux. Les ports, pourquoi la Chine a les plus grands ports au monde aujourd'hui, le port de Shanghai, le port de Ningbo, des ports dont vous ne connaissez même pas les noms, le port de Qingdao. Pourquoi sont-ils les plus grands exportateurs de la planète? C'est entre autres parce que la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a développé les infrastructures. Ça a été la première réussite. Après ça, l'éducation a été très importante. Quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, on a commencé d'abord parce que le système d'éducation s'était écroulé. À l'époque de la révolution culturelle en Chine, on jetait les professeurs par les fenêtres, on leur faisait des procès, on les torturait, on les envoyait à la campagne, être punis. Parce qu'encore une fois, il y avait cette obsession-là que les intellectuels étaient des descendants des riches et de l'aristocratie chinoise. Et il fallait éliminer tout ça. Il fallait éliminer une seule chose que Mao avait faite qui est intéressante. Il avait pris les caractères chinois et puis il les avait simplifiés pour qu'il y ait plus de gens qui puissent lire les caractères chinois. Parce que pour écrire un caractère qui est une syllabe, disons Jiang, il pouvait y avoir dans un caractère à peu près 25 petits traits de plume. Imaginez. Et là, il a simplifié ça. Le caractère le plus complexe dans le chinois simplifié, je pense que c'est 12 petits traits de plume. Mais il y a beaucoup de caractères à 4, 5, 6. Bref, il avait au moins fait cet effort-là. Et le résultat, c'est que quand Deng Xiaoping est arrivé au pouvoir, il n'y avait pas de... Alors, c'est sûr qu'on voulait développer d'abord une industrie primitive. Alors, on a fait venir à cette époque-là, d'abord, on a envoyé nos étudiants étudier à l'étranger. Il y en a des gens comme ça au Québec que je connais, des amis chinois, qui ont étudié à l'époque, on les envoyait pour étudier en génie. Le génie, c'est pour développer l'usine, hein, la mécanisation. Là. Bon. Et puis, après ça, on leur faisait suivre un cours à l'étranger en administration des affaires. Alors, c'est comme ça que Deng a créé en quelques années une classe de gestionnaires qui, encore une fois, ne s'inspirait pas des pensées de Mao, mais ils voyaient la réalité dans les faits. Puis là, massivement, ils ont demandé aux Taïwanais, qui étaient pourtant séparés de la Chine, aux Japonais, qui étaient pas loin de la Chine aussi, de venir les aider. C'est comme ça que des compagnies comme Hitachi sont venues fabriquer des téléviseurs, des frigos, les premières usines. Et c'est ces frigos qu'on achetait après, ici chez nous. Et c'est comme ça qu'on a développé. Et puis, il y a eu un effort massif quand ces jeunes étudiants sont revenus dans tous les domaines, les sciences, etc. Quand ils sont revenus en Chine, on a reconstitué les universités à une vitesse fabuleuse. Et l'éducation en Chine est effectivement à un niveau extrêmement intéressant. Beaucoup profité des professeurs étrangers.
Le MIT, par exemple, aux États-Unis, a un- un équivalent en Chine où il y a un échange constant entre les professeurs du MIT et les professeurs de Tsinghua, qui est la grande université technologique chinoise. Mais grâce aussi à l'armée chinoise, qui, elle, avait de l'argent et s'est développée, on a créé toutes sortes d'universités. Et on a été nous-mêmes, dans un sens, on a été un peu naïfs dans tout ça parce qu'on leur a fourni énormément de nos secrets et ils les ont intégrés. Et puis aujourd'hui, les Chinois reculent sur l'aide à l'étranger parce qu'ils estiment ils sont déjà assez en avance. Et il y a de moins en moins de professeurs étrangers dans les universités chinoises. Pourquoi? Parce qu'on ne veut tellement pas, en même temps que ces professeurs-là venaient, les dirigeants chinois considéraient qu'ils polluaient l'esprit des, des- des Chinois parce ils leur présentaient des valeurs démocratiques. Et le gouvernement s'est méfié de ça. Plus l'évolution de la révolution économique chinoise a grandi et surtout plus le pouvoir de Xi Jinping s'est affirmé, plus on a dit, il y a un danger. Ces professeurs-là nous font, il y a des récits de ça qui sont fantastiques où on a commencé, certains profs ont commencé à avoir tout d'un coup des caméras dans leur classe. Après ça, il y avait des espèces de gardiens en arrière là, qui prenaient des notes sans arrêt. Là, à un moment donné, on leur faisait des remarques sur ce qu'ils disaient et tout ça. Puis il y en a beaucoup qui ont décidé d'arrêter parce que c'était trop. Mais nous, on avait ce charme. Et on disait à l'époque, par exemple, de Clinton, il y avait cette doctrine ou cette idée que si on aidait la Chine à se développer, à développer une économie de marché, le système craquerait à un moment donné et les valeurs démocratiques trouveraient sa place en Chine. Et pourtant, ça a été l'inverse qui s'est passé. Ça, c'est un phénomène qui est encore très intéressant à étudier aujourd'hui. Il faut dire que le Parti communiste s'est méfié de ces valeurs démocratiques-là. Vous savez, en Chine, des gens qui ont notre âge n'ont jamais voté de leur existence, sans parler de mes employés qui avaient 30 ans, qui ne votaient pas. Je raconte dans mon livre une scène où, justement, lors de la première élection de, de Trump, on était en Chine, ma femme Mireille et moi, et puis on s'en va à une activité ensemble avec une de nos employés, une activité de mise en marché de produits québécois. Et puis on est dans le camion, puis tout d'un coup, la jeune femme éclate de rire, puis elle dit, non, c'est Mireille qui dit, d'abord, elle dit, c'est effrayant ce que les Américains ont fait, élire ce personnage. Et l'autre se met à rire de nous. Et puis là, Mireille était tellement fâchée qu'il y a eu une engueulade que je cite où elle lui dit, vous autres, de toute façon, qu'est-ce que vous en connaissez? Vous ne savez même pas ce que c'est voter. C'est un petit peu dur pour elle, mais c'est vrai qu'il faut imaginer un peuple qui n'a jamais l'occasion de se prononcer. C'est pour ça que les Chinois utilisent beaucoup l'Internet, les commentaires qu'ils font, par exemple, sur les produits de consommation. C'est une zone de liberté qu'ils ont. Ils sont extrêmement durs. Et quand un produit fait son entrée en Chine, puis qu'il y a un taux de rejet important dans les médias sociaux, la mort du produit est instantanée. De la même façon, quand, par exemple, la France critique la Chine, d'un jour à l'autre, les Chinois boycottent les vins français en Chine. Catastrophe. Alors, c'est très intéressant. L'esprit, parce que tout être humain a envie d'avoir un pouvoir et de décider. Actuellement, en Chine, la limite de, de cette expression de liberté se fait sur le marché de la consommation et c'est très puissant. Voilà. Euh, alors, le système de santé, en deux mots, je vais vous le dire, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment le laisser pour compte de cette révolution-là. Mao avait inventé ce qu'on appelait les médecins aux pieds nus, qui étaient des médecins qui étaient dans toutes les campagnes, qui avaient leur petite trousse. J'en ai une chez moi en cuir de cette époque-là. Mais au fond, c'était une médecine hyper primitive, des gens non éduqués qui te donnaient une aspirine quand tu faisais de la fièvre. Mais il y avait quand même cette volonté d'offrir des services de base à tout le monde. Le système public de santé aujourd'hui est en train de se refaire, mais il est très en retard par rapport à tous les autres systèmes du pays. C'est pour ça qu'en Chine, il y a énormément de gens, quand ils atteignent euh, le, le statut de classe moyenne, quand ils deviennent des consommateurs et qui ont un peu d'argent, ils ont tous des systèmes d'assurance maladie privés. Parce que parallèlement au système public qui est lent, qui évolue lentement, qui est très accueillant par contre, c'est beaucoup plus facile d'entrer en Chine dans un hôpital qu'au Québec. Vous savez ce qui se passe au Québec, hein, l'accès aux soins médicaux au Québec, c'est presque un scandale, mais c'est un scandale, pardon.
Et puis, mais en Chine, on a tardé à développer le système de santé. Les gens les plus critiques, ceux qui avaient de l'argent, euh, c'est pas compliqué, ils ont résolu le problème eux-mêmes. Ils ont des assurances, puis ils ont des hôpitaux privés qui sont de catégorie mondiale, un peu comme les États-Unis. Le système public américain, qui est accessible à tout le monde, aux plus pauvres, est un système vraiment de bas niveau. Et puis tout le monde va en médecine privée pour avoir ses soins. Ceux qui ont des assurances dans leurs entreprises, c'est bien. Ceux qui n'en ont pas, ça leur coûte des fortunes. Ils réhypothèquent leur maison quand ils ont des problèmes de santé, et etc. En Chine, on est rendu à peu près là. Mais le gouvernement, qui est toujours sensible aux opinions, est en train de développer le système public actuellement. Ouais. Catherine, avant que tu prennes la parole, Monsieur Lépine, on va alterner aussi avec les questions sur Ah Zoom. oui, c'est vrai. Excusez-moi. Oh, j'ai oublié de saluer d'ailleurs les gens qui sont en ligne. Ça me permet de les saluer parce qu'on m'a dit qu'il y en a plusieurs dizaines. 70. 75, alors Ouais, on est bien 75. content. Donc, Stéphane, la parole est à vous. Oui, bonjour, Monsieur Lépine. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Évidemment que j'aurais plein de questions. Je vais essayer d'être bref et de limiter les questions parce que tout le monde veut sûrement vous poser des questions. Euh, la première que j'ai, c'est qu'est-ce qu'on doit penser de la montée du BRICS qui veut faire un nouvel ordre mondial contre l'Occident? Est-ce que c'est réellement une menace ou un enjeu? Moi, de toute façon, quand je vois des mouvements qui naissent Mhm. d'emblée, puis que c'est certains gouvernements, les membres du BRICS, je ne sais pas si vous connaissez le BRICS. Le BRICS, c'est une association. À l'origine, c'était 5 pays, le Brésil, la Russie, voyons, l'Inde, la Chine et S à la fin, c'est South Africa, l'Afrique du Sud. Donc, c'était 5 pays qui ont décidé. Il y a un sentiment dans le monde, hein. On dit beaucoup, par exemple, qu'il y a un conflit entre le Nord et le Sud global. Le Sud global qui veut s'enrichir, qui a de plus en plus de moyens et qui se voit dans des grandes organisations internationales comme l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui se voient un peu déconsidérés, qui rêvent d'avoir peut-être des organisations qui les écoutent davantage, qui leur prêtent davantage de l'argent. Ajouter à cela les deux leaders les plus extrémistes de ce mouvement-là, la Russie et la Chine, qui disent, comme je vous l'ai montré, ils veulent nous empêcher de nous développer, parlant de nous, les Occidentaux, parlant de nous, les démocraties. Et donc, c'est un mouvement qui est partagé, mais il y a quand même le Brésil qui est une grande démocratie dans ce mouvement-là. Il y a l'Inde qui est la plus grande démocratie au monde, qui fonctionne comme une démocratie, même si son premier ministre actuel a des petits accents autoritaires, mais les Chinois, il y a 600 millions de personnes qui vont voter quand il y a une élection en Inde, puis ça dure des semaines, puis c'est un processus très important. Puis M. Modi, le premier ministre, a failli être débarqué la dernière fois. Il a perdu beaucoup de plumes. Donc, c'est une vraie démocratie. L'Afrique du Sud est une vraie démocratie, même s'il y a beaucoup de corruption. Donc, c'est une organisation qui veut partager, un forum, qui veut partager certaines préoccupations face aux grandes institutions internationales. Et c'est un peu de notre faute. Nos institutions auraient dû se développer davantage. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations unies a seulement 5 membres permanents qui sont les 5 vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale? Hein? L'Inde n'est pas partie de ça. Comment se fait ça fait 15, 20 ans qu'on parle de modification des Nations unies pour que des pays comme ça aient une place? Comment se fait que l'Inde n'est pas au Conseil de sécurité avec un siège permanent? Comment se fait que c'est encore la France, l'Angleterre, qui ne sont pas des si grands pays que ça, comparés en termes de population et tout ça? Les États-Unis, bon, c'est la première puissance mondiale, c'est la première économie du monde, ça va. La Chine, maintenant, c'est la deuxième. Et puis, il y a la Russie. Bon, il y en a 3 qui sont vraiment des grands leaders mondiaux. Mais les autres, est-ce qu'on devrait ajouter? Ça, c'est des pays qui ont droit de veto sur tout ce que l'ONU décide. Oh! Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça ne devrait pas être tout repensé? Alors, c'est ce qui fait que le BRICS est né. Ils étaient 5. Maintenant, ils sont rendus 9. Il y a 4 autres pays, il ne faut pas que je me trompe. Je pense que l'Arabie saoudite est entrée. Je n'ai pas de mémoire les autres, là, mais c'est des pays, je pense que la Turquie veut entrer. J'oublie ceux qui viennent d'entrer, là. Mais c'est une organisation très rudimentaire qui commence à peine.
Ils n'ont pas beaucoup d'influence dans le monde. Mais c'est surtout, comme beaucoup d'autres organisations qui se forment dans le monde, un forum de discussion où on croit que nos idées peuvent mieux progresser que dans d'autres forums qu'on considère vraiment comme complètement refermés sur eux-mêmes et hostiles à tout ce qui arrive ou tout ce qui progresse sans leur contrôle. Alors, c'est un petit peu ça le système décrit rapidement. Mais ce n'est pas une menace, ça devrait être au contraire un, un phénomène qui devrait nous faire ouvrir les yeux, nous faire accélérer davantage les réformes des grandes institutions officielles, pour l'instant auxquelles tout le monde collabore, comme l'ONU, les organisations des Nations unies, les différentes organisations qui sont très critiquées pour leur élitisme, les salaires de leurs employés, la bureaucratie excessive de ces organisations-là. Et moi, je trouve que donc la concurrence, pour moi, est positive. Et puis, si on regarde la composition du BRICS, il y a de grandes démocraties comme de grandes autocraties qui font partie de ça. C'est intéressant à observer. Merci. Puis, juste une petite question supplémentaire. Tu peux aller prendre le micro, si tu veux. OK. J'entendais qu'il y avait des questions On supplémentaires. pensait Je qu'il y avait voulais une pas, question qui s'en venait de... Oh, il va en avoir d'autres, mais en Ouais, parfait. alternance. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant votre partage. J'aurais envie de vous entendre encore un peu là, sur la question des droits humains que vous avez évoquée. Moi, en 2008, là, durant les Jeux olympiques, j'étais à l'Université Laval, étudiante à l'époque, puis avec d'autres étudiants de Avocats sans frontières et d'autres groupes, on militait, on profitait que les projecteurs étaient braqués sur la Chine pour braquer l'attention aussi sur la question des droits humains et les droits des minorités en Chine. Puis moi, ma prof de chinois à l'époque, on avait invité un conférencier d'Amnesty International à l'université là, pour parler de la situation. Et elle avait fait éruption dans la salle. Elle était vraiment choquée qu'on dénonce les droits humains en Chine. Puis là, j'avais eu une prise de conscience aussi de à quel point, des fois, bon, un groupe d'étudiants québécois blancs qui vient mettre de l'avant une question comme celle-là, ça pouvait être indélicat. Puis, je me pose la question, aujourd'hui, moi, ça fait 15 ans que je ne suis pas allée en Chine. Dans ce que vous avez vu, on connaît des dissidents, des militants pour les droits humains, mais la population, monsieur, madame, tout le monde, est-ce qu'on sent une plus grande prise de conscience, un plus Très grand, intéressant. ouais, pour ces questions-là. Je vais le prendre par le grand angle, puis je vais arriver plus pointu, mais le grand angle, c'est qu'aujourd'hui, les Chinois dépensent, je vous ai dit que c'est bientôt la plus grande armée au monde. Ils dépensent la plus grande part de leur budget. Ils dépensent presque ce que les Américains dépensent ouais, pour leur défense chaque année, mais c'est fait par des ouvriers dans les usines, puis des chercheurs et tout ça qui sont 10 fois payés, moins payés que, peut-être pas 10 fois, mais au moins la moitié moins payés qu'aux États-Unis. Donc, imaginez la force là, de- du complexe militaro-industriel chinois. Et donc, je vous décris l'armée chinoise, mais il faut imaginer qu'il y a autant de budget de l'État dans ce qu'on appelle la sécurité publique, le contrôle de la population. Et en Chine, vous pouvez être surveillé par le son, par l'image, la vidéo et tout ça. J'ai décrit dans mon livre comment il y a eu des manifestations quand les gens étaient tannés des contrôles, des fermetures de villes pendant la COVID en Chine. Il y avait des manifestations qui naissaient. La police ne bougeait pas. Puis les gens manifestaient, puis ça pestait. Il y avait même des manifestations, on a dit, à bas Xi Jinping, à bas le Parti communiste chinois. Puis la manifestation se terminait parce que les gens avaient peur, ils ne voulaient pas rester là trop longtemps. Ils avaient peur que la police arrive en plus grand nombre. Puis il y a des journalistes qui ont montré à l'époque que les gens s'en allaient chez eux. Puis 2 jours après, ils étaient tous pris à leur lieu de travail, où qu'ils soient, et emmenés, comme on dit, prendre le thé à la sécurité publique. Ça veut dire, viens, on va te parler. Et puis, donc la répression est très subtile. Les moyens de la population pour s'exprimer sont presque inexistants. Je vais vous donner un exemple. À un moment donné, il y a eu des manifestations en Chine. En fait, c'est à Hong Kong, excusez-moi, que ça a commencé. Les gens d'Hong Kong voulaient protester contre la censure parce que la Chine, vous le savez, a réprimé la population de Hong Kong aussi. On a adopté une loi sur la sécurité, puis les médias, beaucoup de gens des médias sont allés en prison. Et c'est la Chine qui gouverne Hong Kong maintenant. Il n'y a plus de liberté. Et puis,
À un moment donné, on a vu des manifestations de gens qui se promenaient avec une feuille de papier blanche. Ça, c'était des manifestations contre la censure. C'était silencieux, on ne dit pas un mot. Et puis en Chine, on a essayé de le faire, ça a été interdit. Les Chinois ont compris ça quand ils l'ont vu à Hong Kong. Alors, ils ont tout arrêté ça en Chine. Puis à un moment donné, récemment, il y a eu l'ouverture, peut-être il y a un an, du plus grand magasin Apple au monde. Et puis, il y a eu un rassemblement de Chinois. C'était des consommateurs qui voulaient entrer dans le magasin, mais aussi, à un moment donné, on les a vus tous lever leur téléphone, et l'écran était blanc. Ça a duré 2 secondes, mais le message est passé, puis tout le monde a compris. Puis peut-être que la police n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait, mais tous les téléphones étaient blancs. Alors, donc, on cherche de plus en plus toutes sortes de moyens de s'exprimer quand même. Je vous l'ai dit, on s'exprime par la consommation, on s'exprime par... Mais à l'inverse, le gouvernement chinois a adopté toutes sortes de moyens pour contrôler l'information. J'en parle dans mon livre. À un moment donné, je suis au bureau, puis tout le monde arrive au bureau, puis parle de la même nouvelle dans le monde. Puis là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tous ces gens-là ne lisent plus de journaux. Alors, ils regardent la télévision peut-être, mais encore moins, mais ils s'informent sur des réseaux d'information sur le web qui sont tous contrôlés par le gouvernement, puis qui focusent pour eux sur ce qu'il faut savoir du monde, ce qu'il faut savoir de la politique chinoise, ça c'est évident. Et donc, tout le monde parle du même sujet. Et la censure, maintenant, elle s'est transformée et c'est devenu aussi une propagande. Le gouvernement chinois a beaucoup utilisé le sentiment, tu sais, quand je vous ai dit, les autres essaient de nous empêcher de nous développer, le sentiment anti-étranger. Et ça, là, on ne connaissait pas ça quand je suis arrivé. Mon vrai retour permanent en Chine, ça a été janvier 2016. Puis je suis resté là 6 ans. Puis la Chine était ouverte, c'était agréable et tout ça. Et au fur et à mesure, là, aujourd'hui, il y a presque plus d'étrangers de toute façon en Chine. Et puis, les étrangers sont mal considérés. J'ai un ami qui travaille pour, voyons, l'ancien Alcan, le Rio Tinto, et qui va en Chine régulièrement. Il y a un bureau en Chine, c'est tout des Chinois. Et puis, avant, le midi, ils allaient manger ensemble dans des petits restos, puis c'est super bon. Puis maintenant, les Chinois ne vont plus manger avec eux parce qu'ils ont peur d'être taxés de... Moi, j'ai connu ça dans les années 80. J'ai raconté dans un autre livre là, comment, lors d'une fin de semaine, on s'en va dans une petite station balnéaire sur le bord de la mer près de Pékin. Puis c'était notre première vraie sortie, là, quelques semaines après être arrivé. Puis il y avait un jeune Chinois qui se met à nous parler. Puis il voulait pratiquer son anglais. Puis on a passé toute la journée avec lui. Puis quand on l'a laissé à la fin, il s'est fait sauter dessus par des jeunes bums chinois, habillés en habits Mao, là. Mais tu les vois parce que c'est des toughs, là, tu sais. Puis il s'est fait battre devant moi, là. Puis je ne pouvais rien faire parce que la foule me retenait. Je suis arrivé à Pékin, j'étais sous le choc, ma blonde aussi à l'époque. Et puis on est revenu à Pékin, puis là, j'ai parlé de ça à tous mes collègues journalistes chinois, étrangers qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. J'arrivais en Chine. Puis tout le monde m'a dit, il a été avec toi trop longtemps, puis on voulu lui donner une leçon. Puis c'est l'hypocrisie du régime. Et puis, c'était il y a 40 ans. Il y a un retour de ça en Chine, mais à l'échelle des médias sociaux chinois, des 1,4 milliard de personnes et tout ça. Une autre anecdote que je raconte, c'est que ma fille vit en Égypte et puis on est dans un petit hôtel boutique, puis je décide de sortir de l'hôtel. J'ai des courses à faire où je m'en vais chez ma fille et puis il y a un Chinois dans le lobby de ce petit hôtel-là, puis il dit en anglais, il y avait une pauvre petite fille qui était préposée, c'est un petit hôtel de rien, puis il lui dit, prends mes bagages, sors mes bagages. Pas s'il vous plaît, rien. Là, j'ai dit, t'es pas en Chine ici, là. Là, t'es dans un pays civilisé. Peux-tu lui dire au moins, s'il te plaît, et tout ça, tu sais. Puis je dis ça un peu avec humour, tu sais. Puis là, on sort tous les deux, puis on attend chacun notre taxi. Puis il me dit, tu viens d'où, toi? Parce que je lui parle en chinois, là. Je dis, moi, je suis Canadien. Ah, il dit, vous autres, là, les Canadiens, vous, les Américains, vous êtes en train de vous écrouler, puis on va vous dépasser. Puis nous autres, la Chine, on sait comment faire, puis vous ne savez plus rien faire. Puis c'était un discours sans fin comme ça, puis il prend son taxi, puis il s'en va. J'en revenais pas. J'avais jamais, parce qu'à mon époque, donc jusqu'en 2021, je me souviens d'une fois où on a eu de la difficulté, c'est quand Mme Meng a été arrêtée à Vancouver par le gouvernement canadien.
souviens, là, il y avait des gens, des chauffeurs de taxi. Moi, je parle à tout le monde parce que j'adore pratiquer et puis j'aime ça. Puis je me souviens, j'étais allé dans une boutique acheter un cadeau pour une de mes employées, puis la femme était fâchée contre moi. Parce que j'y allais souvent, c'était une belle boutique de foulards de soie. En tout cas, bref. Mais il n'y avait pas ce sentiment-là. Mais là, aujourd'hui, il paraît que c'est comme ça. Les Chinois nous fuient, ne veulent pas être avec nous. Et c'est comme ça qu'on transforme une, euh, une société à coup de martèlement de propagande. Les Chinois sortent moins dans le monde qu'ils sortaient avant, pour toutes sortes de raisons. Ils ont peur. Il y a des histoires de Chinois qui se font assassiner au Pakistan, dans les pays environnants. Alors, il y a cette espèce de peur-là qui entretient encore plus l'histoire. Alors, voilà. Oui, Je m'excuse, on va laisser la parole à quelqu'un à la maison, puis on OK. revient dans la salle. Parfait. Merci. Monsieur Massé, c'est à vous en ouvrant votre micro. Donnez-moi une seconde. Monsieur Massé. Bon, on prend la question dans la salle. Ouais. Allez-y. Ah oui, mon micro Monsieur était... Massé, allez-y d'abord. OK, je m'excuse, hein. Alors, voici, vous avez décrit ce qui se passait au niveau des automobiles et des intentions de M. Trump, là. J'ai hâte de voir si notre gouvernement canadien va le suivre là-dessus. Mais il y a une chose qui existe ici, ailleurs que pour les automobiles, c'est pour les accessoires électriques et tout ce qui est appareil informatique qui se fabriquent presque tous en Chine. Le problème qu'on a, c'est devenu un problème environnemental, c'est que les entreprises d'entretien ou de réparation de ces appareils-là, de plus en plus, ne veulent pas y toucher parce qu'ils ne sont pas capables d'avoir de pièces. Est-ce que vous avez connaissance de ce phénomène-là? Et est-ce qu'il y aura un ressac et qu'on va revenir à de la fabrication en Amérique du Nord, étant donné la difficulté d'avoir des pièces de la Chine, ou encore on nous dit, ben, c'est un produit chinois, c'est pas de qualité, et le résultat, ben, ça se ramasse dans les dépotoirs, puisqu'on ne les entretient pas. Alors, j'aimerais savoir si ça vous dit quelque chose, ça, ce phénomène-là. Je vous dis là, que localement, là, les entreprises d'entretien, autant en informatique qu'appareils électriques, là, quand on leur dit que c'est telle marque qui est fabriquée en Chine, nous disent on ne touche pas à ça. Ben, je vais y aller encore une fois par la situation plus générale. Presque tout ce qu'on a comme appareil électronique abordable a cette qualité invraisemblable de se détériorer beaucoup plus rapidement qu'avant. Et puis, les compagnies elles-mêmes ne font pas beaucoup d'efforts pour avoir des pièces de rechange, justement parce qu'il y a une pérennité qu'on veut de plus en plus courte. Et c'est la stratégie commerciale mondiale pour tout le monde. OK? Peut-être que les Européens, qui sont des produits un peu plus chers, en tout cas, sont plus efficaces, entre autres en électroménager, et puis qu'il y a un meilleur système de distribution. Mais ce n'est pas seulement une stratégie chinoise, c'est une stratégie commerciale pour beaucoup de ces appareils-là. Puis on en a beaucoup parlé. Deuxième phénomène aussi, c'est que l'autre problème qu'on a, c'est qu'il y a de moins en moins d'abord, les magasins qui vendent ces produits-là ne font plus d'entretien. À une certaine époque, ils en faisaient. Et troisièmement, les gens qui réparent sont de moins en moins nombreux pour toutes sortes de questions. Alors, je ne pense pas que ce soit propre à la Chine. Et puis, c'est ça. C'est vraiment ce que je pense fondamentalement. Est-ce que ça vous va? Ça me va. Monsieur? Salle. Bonjour, je vais essayer de ne pas me perdre, là, mais vous êtes un journaliste, analyste que j'admire beaucoup. Et ce que j'admire le plus, c'est ce pouvoir, ce quatrième pouvoir qui s'appelle la presse. Oui. Grâce à des gens comme vous, on a réussi à avoir des analyses objectives, ce qui fait que comme démocrate, je suis un démocrate, je peux aller voter en connaissance de cause. Bon, on sait qu'à travers le temps,
notre système démocratique, bon, a été pollué. On regarde ce qui se passe aux États-Unis. Pourquoi est-ce qu'un gars comme Trump a été élu? C'est que finalement, il a réussi à vendre aux citoyens ordinaires col bleu. Ben, si tu veux que ton prix de l'essence descende, que ton prix du panier d'épicerie descende et que ton hypothèque descende, vote pour moi. Même si les indicateurs objectifs avaient été au niveau de le fait qu'aux États-Unis, on a la meilleure économie. Les gens n'écoutent pas nécessairement des gens objectifs comme vous. Puis il y a toujours le phénomène des fake news. Et là, je m'en vais en Chine avec ça. Vous voyez qu'ils ont un contrôle sur là-dessus. Ma question est un peu écologique, mais enfin, on s'en va pas tous un petit peu dans le mur parce que la Chine se développe avec son économie et faire en sorte que son citoyen moyen puisse profiter de la vie. Et ici, on est encore avec le syndrome de dire, ben, tant que tu as ton auto, que tu as, ta roulotte, puis que tu as tes affaires, tout va bien aller, puis il n'y en a pas de problème. Alors que moi, qui viens d'une famille modeste, je me dis, si on veut sauver la planète, il va falloir devenir plus modeste et aller vers une simplicité volontaire. Est-ce que cette simplicité volontaire est dans les pensées des Chinois ou est-ce que je rêve en couleur en pensant qu'ils sont bons en écologie, mais ils sont-ils conscients qu'il va falloir que la population arrête de penser qu'on peut consommer et consommer à outrance? Oui, c'est intéressant. Dans mon livre, je parle beaucoup des jeunes Chinois. Puis il y a on appelle par exemple les jeunes Chinois les jeunes bouddhistes parce qu'il y a cette volonté, il y a cette compréhension qu'il y a une limite à la consommation, il y a une compréhension de la superficialité de l'accumulation de biens. Il y a une compréhension aussi du fait que l'économie est incertaine. Par exemple, il y a beaucoup de jeunes Chinois aujourd'hui qui veulent avoir un emploi gouvernemental. C'est beaucoup moins payé que dans l'industrie, mais par contre, tu as un horaire plus stable, tu as des services qui sont fournis par le gouvernement à la bureaucratie chinoise, et puis ils veulent surtout avoir une permanence, puis une retraite, hein. On a eu nos époques de ça aussi. Et donc, il y a cette espèce d'effort de... Mais je pense que la consommation, encore une fois, malheureusement, c'est un phénomène mondial. C'est fou. J'étais en fin de semaine avec un groupe de chasseurs que j'aime beaucoup, que j'ai connu dans d'autres circonstances. C'est tous des ingénieurs. C'est des gens qui ont vendu leurs entreprises récemment, ça. Même à l'âge de 50 ans, là, ils vendent leurs entreprises. Puis là, ils deviennent riches. Et toutes les conversations à table, c'est le dernier pick-up que j'ai acheté, le plus gros, le plus fort, le plus si, le dernier tracteur, la dernière scie mécanique. J'en avais les oreilles qui me... Ben, parce que moi, je suis à une autre époque de ma vie. C'est que je suis rendu zen là, maintenant. Je ne veux plus rien, je ne veux plus de cadeaux, je veux plus... Je trouve qu'on a... J'essaie de convaincre ma femme d'avoir une seule auto. Je m'en sers à peine de mon auto. Et puis, tu sais, des choses comme ça. Mais malheureusement, je pense que la tendance n'est pas ça. J'entendais, je vais vous donner un petit exemple, la société indienne. Moi, je dis ça depuis à peu près 5 ans. Vous savez, le grand écrivain François Malraux disait le 21e siècle sera le siècle de la spiritualité. Il voyait déjà une espèce de progression de l'être humain qui, pour expliquer les choses, malgré le progrès de la science, alors on arrive aux fake news et tout ça, introduirait de plus en plus de notions spirituelles, peut-être plus incontrôlables, peut-être plus irrationnelles et tout ça. Bien, en Inde, là, il y a un marché, il y a des fêtes hindoues, hein. Et puis, il y a un marché de tout, parce que les fêtes hindoues, c'est par exemple la fête où tu te colores avec des teintures naturelles. Il y a tellement d'ailleurs de trucs qu'on utilise pour les fêtes il y avait une image dans la presse ce matin d'une rivière entièrement polluée par toutes ces cochonneries-là, là. Et les gens, ils vont quand même parce qu'il faut qu'ils se baignent là. Puis tout à fait. Il donnait l'exemple d'un commerce. En tout cas, tout ce qui est lié au commerce, lié aux fêtes hindoues, c'est une progression de je ne sais pas combien de pourcentage par année. C'est une folie monumentale. Et il donnait l'exemple, par exemple, d'une petite compagnie d'informatique qui a commencé l'an dernier, qui a fait 5 millions de dollars. Eux autres, ils te permettent d'allumer un cierge dans un des temples les plus réputés de l'Inde. Alors, tu as une photo d'une main qui allume un cierge qui t'est envoyée, puis il y a une forme de garantie que c'est toi qui as allumé le cierge.
Et puis là, tu envoies ça à tous tes amis, tu dis, hey, cette année, ça coûte 12 $. Tu sais. Alors, alors, c'est fou, c'est complètement fou. Et puis, c'est une tendance malheureusement mondiale. Puis les Chinois, je sais que les jeunes sont désabusés par rapport à ça. C'est pour ça que les jeunes femmes veulent plus se marier. Les mariages, c'est toute la même chose. C'est le cycle, là. D'abord, je l'explique dans mon livre aussi, je parle beaucoup des jeunes, parce que ça m'a... En Chine, quand j'étais là, le gouvernement chinois ne voulait pas que je parle de politique chinoise. Je pouvais parler d'économie, des opportunités des entreprises, mais moi, je voulais parler de politique. Alors, j'avais fait un discours que j'ai prononcé plusieurs fois au Québec qui évoluait sur les jeunes Chinois. À travers eux, je racontais comment ils contestent à leur façon le gouvernement. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Et puis, euh, et puis, il y avait ce phénomène des jeunes là, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. En tout cas, ah oui, le mariage, c'est ça. Alors, il y avait ce phénomène des jeunes femmes qui, en Chine, après 30 ans, là, deviennent trop vieilles pour être mariées. Ça existe encore. Je le dis dans mon livre, on les appelle les femmes déchets. Puis, j'explique un jour, j'avais voulu, il y avait une fille du bureau qui allait avoir 30 ans, j'avais voulu qu'on aille faire un dîner pour le midi pour l'inviter, pour fêter sa fête et tout ça. Puis, elle avait pleuré tout le long du repas parce qu'elle n'était pas mariée. Sa mère l'écœurait chaque fois. Il y a, en Chine, je ne sais pas si vous savez, les parents qui sont découragés parce que leurs enfants ne se marient pas, surtout les filles, ils vont dans les parcs le dimanche avec la photo de leur fille, puis un écriteau, puis ils disent, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a eu une époque où ça existait beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup dans les médias sociaux et tout ça. Mais c'est un vrai phénomène. Je vois, je ne sais pas si vous êtes chinoise, mais vous avez l'air de dire que ça existe. Hein? C'est un phénomène extraordinaire parce que quand on est étranger, on va voir ça. C'est trop impressionnant. C'est comme si ma mère était allée vendre mes sœurs dans le parc à côté de chez nous. Alors, et le phénomène est le suivant, c'est que, euh, donc, elle était terrorisée parce qu'elle avait 30 ans, puis on disait qu'elle était une femme déchet, ou presque, une femme, c'est ça, à jeter, disons. Disons, littéralement, c'est à jeter. Ah oui, c'est terrible. Et puis, je vais vous raconter, si vous avez la patience, un autre petit exemple qui est vraiment intéressant, qui se passe de deux de mes anciens employés qui sont ici euh, au Canada. Et c'est un dilemme terrible. Les femmes chinoises, la vie est très difficile pour elles actuellement. Il y a un retour au conservatisme. Le président Xi Jinping a dit retournez à la maison. Il a dit ça tel quel. Et donc, parce qu'on veut qu'ils se marient, on veut qu'elles fassent des enfants. La population décroît, les vieux deviennent omniprésents. C'est un peu comme ça dans nos sociétés, mais j'explique dans mon livre qu'en Chine, il n'y a pas d'immigration. Donc, c'est les Han entre eux. S'ils ne font plus d'enfants, c'est une catastrophe. Chez nous, au moins, l'immigration fait plus d'enfants que nous, vous le savez. Donc, on a l'immigration, on a les portes ouvertes de notre pays pour compenser le fait qu'on se développe moins. C'est un risque culturel qu'on prend. Mais en chinois, on ne veut pas d'étrangers. Au Japon, vous savez, c'est une société la plus vieillissante au monde, peut-être, la Corée du Sud aussi, mais on ne veut pas d'étrangers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une génération de robots pour s'occuper des personnes âgées, puis pour s'occuper de nous, puis de tout. Puis bon, voilà. Mais en tout cas, donc, c'est un truc très triste. Alors, cette fille-là, qui avait 30 ans, était très triste, elle sentait la pression, mais en même temps, aujourd'hui, les jeunes femmes, ma professeure de chinois, je le dis dans le livre, raconte à un moment donné, au cours d'une discussion qu'on a, elle dit, moi, je veux pas, il y a beaucoup, est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de filles qui ne veulent pas aller passer le Nouvel An chinois chez leurs parents? Pourquoi? Parce que la première question qui dure tout le week-end quand tu y vas, pendant les fêtes, c'est quand est-ce que tu te maries? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vraiment ça, littéralement. Et en plus, ce qu'elle refuse, c'est cette espèce de contrainte, parce que quand tu te maries, ça c'est bien, la plupart des familles, même les familles pauvres, les deux parents des deux côtés, les quatre parents se mettent ensemble avec les jeunes, puis leur achètent leur première propriété. C'est comme ça que ça commence. Et là, après ça, c'est quoi la question suivante? Bébé. Là, c'est l'enfant unique. Parce que même s'il n'y a plus de limitation, les Chinois sont comme, je vous l'ai dit, comme nous, on a des taux de fécondité qui sont très, très peu élevés. Puis en plus, chez nous, la fécondité est plus élevée parce qu'on a des mariages de même sexe. Hein? On a la fécondation, pas la fécondation, mais les mères, euh, ouais, en tout cas, bref, les mères porteuses, excusez-moi. On a tout ça qui sont des sources de nouveaux enfants.
C'est important. Juste dans ma vie à moi, j'en connais combien de couples homosexuels, de couples qui n'avaient pas d'enfants puis qui ont eu une mère porteuse, la fécondation in vitro, toute l'affaire. Ça aide aussi. En Chine, c'est très limité, surtout pour les couples homosexuels. Mais donc, les jeunes femmes aujourd'hui, elles ne veulent plus entrer dans ce cercle de contraintes-là. Parce que l'enfant doit arriver. Puis si tu ne veux pas d'enfant, tu te fais écœurer chaque fois que tu vois tes parents par la même question et tout ça. Puis c'est compréhensible aussi de la part des parents. Puis, alors, c'est le dilemme de tout ça. Puis c'est pour ça que les jeunes, en général, sont très réfractaires à la vie que leur impose la publicité, la famille et tout ça, qui les incite à acheter la maison, à gâter l'enfant, etc., etc. Les patterns, comme on dit. Oui. Merci beaucoup. Juste préciser que l'auditorium est réservé par un autre groupe un peu plus tard. Donc, on pourrait prendre. J'ai deux questions encore sur Zoom. Il y a un autre monsieur dans la salle. Moi, à la rigueur, je peux rester jusqu'à 3h30, mais il faut que je m'en aille. Après, j'ai une activité au Salon du Livre. Bon, ben, raison à de plus. 16h15, mais ça, c'est à 5 minutes. Là, on prendrait une question sur Zoom. Madame Laprise? Oui. Monsieur Lépine, je tiens à vous féliciter pour votre travail. J'aime beaucoup votre analyse et je trouve qu'avec votre expertise, vous pourriez peut-être nous entretenir quelques minutes. Ben, j'ai une question à vous poser, là. Je trouve qu'on a besoin de leaders visionnaires avec des valeurs fortes au niveau des droits humains et pour la sécurité des citoyens. Les valeurs des États actuellement sont très centrées sur l'économie et ça fait très longtemps que ça dure. Je dirais que c'est peut-être arrivé avec le développement de l'époque industrielle, mais on voit se confronter là, l'autocratie, la démocratie. Moi, ça m'inquiète. Je vois aussi que sur la planète, les femmes, en général, sont pas aussi libres que nous, on peut l'être ici au Québec ou au Canada. Et avec l'expérience que vous avez, moi, je me pose des questions parce qu'on se pose aussi des questions quant à l'avenir de notre Québec. Et je me dis qu'avec l'expérience que vous avez sûrement une petite idée du modèle de développement territorial et économique que vous proposeriez aux Québécois dans le contexte international actuel et dans un contexte où il faut revoir nos valeurs, avoir des valeurs plus humaines qu'économiques, même si l'économie nous fait vivre, il reste que moi, j'ai le sentiment que les femmes, jusqu'à présent, sur la planète, on a servi à faire des enfants pour nourrir les guerres à toute époque. Oui, ça, c'est une autre affaire, oui. Donc, merci pour votre réponse. Avez-vous la question précisément, c'est quoi? Est-ce que j'ai un modèle? C'est ça que vous me demandez. En fait, oui, C'est ça? ma question, c'est quel modèle vous proposeriez, un modèle de développement territorial et économique que vous Ouais. proposeriez aux Québécois dans le contexte actuel? Je pense on doit, il y a des gens qui même disent que l'avenir de la planète est lié au fait qu'on arrête de consommer, qu'on arrête ce type de progrès économique-là. Moi, je suis pas assez savant pour savoir si c'est vrai ou pas, mais je pense
Et au-delà de ça, je pense que si nous... Moi, je suis extrêmement déçu. Je vous l'ai dit, pendant longtemps, je suis fasciné, moi, par les politiciens, les visionnaires et tout ça. Je vous ai parlé de Deng Xiaoping. Je dis, moi, dans mon livre, que c'est pour moi le plus grand politicien du 20e siècle. Pourtant, il y en a eu des grands, les De Gaulle, les Churchill et tout ça. Mais lui, il a pris ce peuple-là, puis il lui a donné une orientation, puis il lui a dit, on s'en va dans cette direction-là. Puis il a sorti tous ces gens-là de la pauvreté. C'est fascinant comme réalisation et tout ça. Puis lui, là, c'est le premier qui a fait ça après Mao. Et contrairement à Mao, puis contrairement aux autres présidents qui ont suivi, il n'a jamais fait un sou avec ça. Jamais. Peut-être que sa famille a eu quelques privilèges parce que tout le monde faisait ça. Mais il y avait un premier ministre chinois qui s'appelait Wen Jiabao. On racontait que quand il est entré en politique, euh, il faisait un salaire de fonctionnaire du parti à 50 $ par mois. Puis quand il est sorti de 2 mandats de 4 ans de premier ministre, 2 mandats de 10 ans de premier ministre, il était multimilliardaire. Et sa femme, qui était une ancienne professeure du primaire, est sortie avec à peu près 500 millions de fortune. Alors, ça vous dit simplement les choses telles qu'elles sont et tout ça. Puis voilà. Donc, moi, je pense qu'on a une crise politique dans le monde qui est très évidente. Il y a de moins en moins de politiciens qui n'ont pas d'intérêt personnel en vue, qui ont l'intérêt des autres en vue. C'est pour ça que j'ai fait ce petit discours chez les politiciens de l'Assemblée nationale. Moi, ce qui me fascinait chez eux, c'était, regarde ton Assemblée nationale, là. L'argent que tu as dépensé pour rénover tout ça, la qualité des matériaux. Là. Tu sais, les gens essaient de rénover leur maison puis ils n'ont pas les moyens de s'acheter des matériaux comme ça. Vous soignez à un point, vous vous donnez des augmentations de salaire de 30 puis après ça, vous vous plaignez que les ouvriers demandent la même chose ou que les employés de l'État demandent la même chose et tout ça. Je pense qu'on a de moins en moins de... je ne vous dirai pas ce que je pense du premier ministre Trudeau et pourquoi il a remis ce pays-là à cause de son incompétence, son éloignement du peuple à un homme comme Poilievre. Il va nous amener complètement ailleurs. Il a remis le pays entre les mains de cet homme-là. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. À cause de l'incompétence, du fait que ces gens-là, les libéraux, se sont pris pendant toutes ces années-là comme l'élite du pays, puis on décide. Et puis, toute leur politique que vous voyez, là, c'est des coûts originaux qui devaient coûter 10, puis se sont terminés à 2000. C'est de l'incompétence crasse partout. C'est de l'aide à ses amis. Et pour moi, ça me décourage beaucoup, en tout cas. Et ça n'aide. Ouais. On ne devrait pas applaudir ça parce que c'est pas gai. Mais en tout cas, moi, vous avez raison, madame. Moi, je pense qu'il y a un manque de vision de nos élites politiques, des gens qui ambitionnent d'aller en politique. J'espère qu'il y aura des jeunes qui vont changer ça. Et puis, euh, il y a un phénomène, moi, qui m'énerve, c'est quand des vieux comme Xi Jinping et Trump s'acharnent. C'est pas que j'ai pas de respect pour les vieux, mais je pense qu'il faut, euh, quand on a l'âge de Trump, occupe-toi de tes affaires peut-être, là, mais s'occuper d'un gouvernement, tu n'as pas la capacité de faire ça. C'est trop complexe, c'est trop. Il faut que les jeunes s'en mêlent, il faut que. Mais il y a tellement aussi de symboles, hein. Tu sais, regardez le pouvoir aux États-Unis, le pouvoir médiatique, le pouvoir en soi d'un personnage comme Elon Musk, qui est fantastique, entre parenthèses, hein. Moi, j'ai beaucoup d'admiration. Je l'ai connu, ce gars-là, faisant un discours dans une salle aux États-Unis, où est-ce qu'il disait, l'avenir, là, c'est qu'on va partir avec un véhicule spatial, on va aller miner des astéroïdes, puis on va ramener une roche qui est grande comme la salle ici, puis il y a tellement de concentration de métal dans cette roche-là que ça va être l'équivalent d'une mine sur Terre qu'on exploite pendant 40 ans. Bien, ce gars-là a créé sa compagnie SpaceX en 2004. Puis aujourd'hui, c'est lui qui va porter les cosmonautes et les astronautes dans l'espace. Il est en train de développer toutes sortes de réseaux. Il a développé les plus grands réseaux de satellites autour de la Terre. Et il y a cette pensée politique qui est complètement absurde. Alors, où est-ce qu'on ça s'en va, tout ça, je ne sais pas trop. Oui. Merci beaucoup pour vos propos. Euh, je dois avouer que le portrait que vous dressez, moi, ce qui m'intéresse, c'est le déséquilibre entre les autocraties et la démocratie. Ouais. Et je pense que le portrait que vous écrivez est extrêmement juste, mais
pour moi, c'est vraiment extrêmement inquiétant. Et malheureusement, la démocratie est basée sur la connaissance et l'intelligence. Et puis, avec le résultat des élections, comme vous l'avez mentionné aux États-Unis, Ouais. c'est visiblement pas ça qui prédomine. Ouais. Et puis, ma question, c'est un peu comme la dame vient de demander sur Internet. Je sais bien que vous avez pas de boule de cristal, vous n'êtes pas prophète non plus, mais comment on peut euh, faire avancer les démocraties par rapport à ces autocraties Ouais. qui évoluent à une vitesse folle? Ben, moi, je le dis, tu sais, je dis, il faut, ben, c'est là. Moi, je pense qu'il faut investir dans nos forces démocratiques. Tu sais, les Chinois, je me souviens, il y avait des ministres que j'accompagnais en Chine du gouvernement à l'époque, Couillard, puis ensuite Legault. Et puis les ministres disaient aux Chinois, nous autres, on bâtit à Montréal un train électrique sans conducteur qui va faire 60 kilomètres de long. Les Chinois ont bâti les lignes de TGV les plus longues au monde, encore aujourd'hui, il se bâtit plus de lignes de métro ultra modernes en Chine que partout ailleurs dans le monde combiné. Puis nous, ça va nous prendre, pour faire cette petite ligne du REM, là, ça va nous prendre 10, 15 ans avant que ça soit fini. Je demande tout le temps aux gens, l'avez-vous pris, le REM? Est-ce qu'il y en a qui l'ont pris ici? Levez la main, ceux qui l'ont pris. Hein? On n'est pas nombreux, hein? Mais moi, je l'ai pris. D'abord, le train, il est fabriqué en Inde. Est-ce que les Indiens sont connus pour leur train moderne, leur efficacité, tout ça? C'est un train d'il y a 25 ans. Ça fait cotlung, cotlung, cotlung. Puis ça va lentement. Puis il y a des pannes sans arrêt. Vous avez vu le système électrique dans les images. Ça n'a pas de bon sens. Et on est fiers de ça. Je trouve ça invraisemblable. Je trouve ça invraisemblable. On n'est plus capable aujourd'hui de gérer notre système de santé. On n'est plus capable de construire quoi que ce soit sans que ça dépasse de, de 100, 110, 200 les coûts d'origine. Bref, je ne comprends pas, et c'est peut-être un des vices de la démocratie qu'il faut recentrer, c'est qu'on consulte trop, on veut toujours que tout le monde décide. Il y a peut-être ça aussi. Quelqu'un me racontait que ça s'appelle l'AMT, je pense, l'Association métropolitaine de transport, qui est une structure qui gère les transports de la grande région de Montréal. Quand il y a des réunions, là, il y a les fonctionnaires qui sont là. Puis là, il y a les chefs de cabinet des partis municipaux, puis les chefs de cabinet des partis du gouvernement, des ministères provinciaux. Puis les chefs de cabinet, leur seul objectif, là, c'est que leur patron soit bien perçu, puis comment ça va être perçu par la population, cette affaire-là, puis comment ça va être... On ne parle pas du citoyen. Comment ça va aider le citoyen et tout ça. J'entendais l'autre jour, dans la grande région de Montréal, quand tu veux faire du transport en commun, si tu veux prendre, en tout cas, pour prendre tout, si tu voulais prendre tout ce qui existe comme système de transport collectif, dans une ville comme Berlin, tu as un titre de transport électronique, puis tu le mets dans la machine, puis il te charge chaque section où tu prends un nouveau. Bon, c'est calculé comme ça. Au Québec, si tu voulais tout faire ça, dans la région métropolitaine, c'est une cinquantaine de titres de transport. La carte Opus n'est pas adaptée à ça. Le gars vient nous dire dans une entrevue, il dit la carte Opus, qui est la carte du système de transport, ben, il dit, là, on est en appel d'offres parce qu'on s'est aperçu depuis 5-6 ans qu'elle n'est pas au point. Là, on va aller en appel d'offres. Combien ça va coûter? Bref. Alors, donc, il y a une inefficacité dans tout ça. Et donc, il faut voir investir dans nos forces parce qu'eux sont plus efficaces que nous. Encore une fois, pour que le citoyen se sente bien. Après ça, il faut s'occuper de nos populations. Qu'est-ce qu'ils veulent, nos populations? Alors, la population américaine, elle vient de s'exprimer. Moi, honnêtement, il n'y a personne, selon tout ce que je lis et tout ça, qui a constaté la moindre anicroche sur le plan des procédures électorales, puis du vote et tout ça. C'est long parce que c'est loin, puis parce que, bon, il y a des systèmes plus longs que d'autres pour avoir encore quelques circonscriptions ou quelques sièges à la Chambre des représentants là, qui ne sont pas encore attribués. Mais le vote, quelqu'un l'a évoqué, c'est des citoyens qui n'ont pas du tout compris ce que Mme Harris leur disait, qui n'ont pas du tout le sentiment que
M. Biden a fait un tournant dans l'économie américaine qui fait que le magazine The Economist, il y a 2 semaines, faisait sa page couverture. C'était une fusée euh, euh, avec le dessin du dollar américain, puis la fusée qui montait dans le ciel. Puis le titre, c'était How They Envy Them. Tu sais, tout le monde envie la souplesse, la rapidité, même l'inflation. Monsieur Trump, à l'époque, avant la pandémie, c'est sûr que l'inflation était à un de ses plus bas niveaux, mais après ça est arrivé tout le problème des lignes des chaînes d'approvisionnement, de tout ce qui a fait que les prix ont monté jusqu'à quoi, 8 par mois, 9 par mois, puis là, la crise est arrivée. Puis ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que les prix ils sont restés hauts, même s'ils augmentent moins aujourd'hui. Et puis, on calcule qu'en l'espace disons, à la fin de la pandémie, au milieu de la pandémie jusqu'à aujourd'hui, les prix aux États-Unis ont augmenté de 20 pour les citoyens. Alors, même si ça commence à baisser aujourd'hui, les gens le sentent que ça a monté, puis ils se sentent frustrés. Savez-vous que dans beaucoup d'États américains, le salaire minimum est à 7,5 $? C'est fou. Alors, et on l'a dit, vous l'avez évoqué, c'est les cols bleus qui se sont fâchés. Puis les cols bleus mexicains, latino-américains d'origine, euh, les Noirs américains, mais les plus pauvres, qui en ont ras-le-bol, qui ne croient plus personne, qui ne croient pas à Obama, qui ne croient pas à Mme Obama, et qui ne croient pas une candidate noire, en tout cas basanée américaine, et qui préfèrent croire un blanc qui a un record de condamnation devant les tribunaux, qui a des propos invraisemblables et qui a violé des femmes, qui a détourné des fonds, etc., qui a passé la campagne à dire des horreurs sur tout le monde, sauf lui, et, euh, et qui a un programme qui va contribuer à accélérer encore la hausse des prix. Alors, il reste que ça dénote qu'il y a des gens qui n'écoutent plus certains politiciens. Donc, il y a un problème de contact là, qui ne se fait pas. Et puis, qu'il va falloir améliorer, autant si tu es politicien que si tu es citoyen. Il faut que tu t'informes peut-être aux bonnes sources et tout ça. C'est ça le drame aussi. Tout le monde croit son information. Ça, on vous avait parlé de la presse tout à l'heure. La presse est en difficulté actuellement. Moi, je ne suis pas un gars qui se préoccupe beaucoup des questions de journalistes, là, puis des grands débats sur le journalisme, mais il y a un phénomène extrêmement grave là, où des gens comme mon fils de 34 ans et ma fille de 31 ans ne lisent plus de journaux traditionnels. Ils écoutent par habitude parce qu'ils l'ont toujours fait depuis qu'ils sont petits, la radio de Radio-Canada. Puis il y a d'autres bonnes radios aussi, comme celle pour laquelle je travaille, le 98.5 à Montréal, des bonnes radios, du bon travail. Mais les gens s'informent par toutes sortes d'autres sources. Puis mon fils m'arrive des fois avec des affaires. Je dis, où as-tu vu ça? Là, il me montre l'affaire. Puis c'est absolument pas vérifié. C'est un espèce de média que je ne connais pas. Puis c'est des médias qui sont beaucoup personnalisés. C'est des éditoriaux. Alors, la rumeur se répand. Hein, Et donc, notre démocratie, je pense, moi, va s'améliorer si elle est transparente, si les politiciens reconnaissent leurs erreurs, leur incompétence, s'ils cherchent à savoir ce que les autres veulent vraiment. Tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai créé au Canada et au Québec ce qu'on appelle les lois d'accès à l'information. Tu as le droit de demander au gouvernement de te donner un document si tu sais qu'il existe, et puis tu décris le document, puis là, alors des fois, si tu as raté ta description du document, ils te disent qu'il n'y en a pas. Tu sais, si tu n'as pas fait les mots exacts, là, le bureaucrate est trop content pour dire moi, j'ai un rapport sur l'augmentation de la criminalité, mais toi, tu demandes un rapport sur la criminalité urbaine. Bon, je n'ai pas ça. Alors, si j'avais le rapport sur la criminalité, j'aurais la criminalité. Bon. Et puis l'autre chose, c'est quand on t'envoie un rapport, ce que je trouve insultant comme citoyen d'une démocratie, le rapport est complètement caviardé, comme on dit. Il y a quelques lignes que tu peux lire. Tout le reste, ah ben là, on ne peut pas dire ça, on ne peut pas lire ça. C'est effrayant. En tout cas, regardez un dernier exemple en terminant ce matin dans le journal. Je lis ça, puis moi, je connais bien parce que quand j'étais en Chine pendant la pandémie, moi, j'ai aidé beaucoup le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral à importer,
parce que les Chinois se sont mis à produire en masse des masques et des trucs. Mais il fallait beaucoup d'aide de gens sur le terrain parce qu'il y avait des gens, des Québécois, qui connaissaient un peu la Chine. Ils importaient, je ne sais pas quoi, moi, des boutons pour des uniformes de police. Et puis, d'un jour à l'autre, ils venaient voir le gouvernement du Québec pour dire, ben, moi, je peux vous avoir 80 millions de masques. Ça va coûter tant par masque. Puis les prix montaient chaque jour et ça. Puis moi, je disais, ayez un contrôle, parce que le trois quarts du temps, tu avais des scènes où je remplissais un avion de masques, puis il arrivait ici, puis les masques n'étaient pas conformes aux normes canadiennes exigées dans le contrat. Qu'est-ce que tu fais avec ces masques-là? Aujourd'hui, on a appris que dans un seul cas, là, il y a un importateur, une compagnie là, euh, qui a vraiment pignon sur rue à Montréal, qui a importé pour 80 millions de masques. Ils sont arrivés au Canada, puis ils n'étaient pas 80, 120 millions de masques. Le gouvernement a été obligé, c'était l'exigence du gars, puis ils l'ont fait, de lui donner 80 millions en avance. Là, tout le stock est arrivé au Canada, premier examen par l'Agence de santé publique de santé du Canada, qui est extrêmement professionnelle. Les normes sont connues et tout ça. D'abord, le gars nous avait dit que son fournisseur, c'était telle compagnie en Chine. C'était pas ça. C'était un masque X. Ça s'appelle, je ne sais pas quoi, là, mais ce n'était pas le bon code qu'on voulait. Et puis en plus, le masque en question, était même pas, il n'y avait pas le système pour fermer le masque sur le visage. En tout cas, un scandale. Le gouvernement canadien a dit, ben, vous me redonnez mon argent et vous vous débrouillez avec vos masques. Et le résultat aujourd'hui, c'est combien d'années après, l'argent n'est pas revenu. Et c'est la compagnie qui existe, qui poursuit le gouvernement canadien. En tout cas, la poursuite de 80 millions du gouvernement canadien aboutit pas, le procès. C'est lui qui poursuit le gouvernement canadien pour 35 millions pour non-respect du contrat, puis, etc. Et là, on s'en va là, dans une saga, puis juste pour détruire les masques, parce qu'ils ne sont pas utilisables. On ne veut pas que les gens les utilisent parce qu'il y a des risques. On croit que le masque est sécuritaire, il ne l'est pas. Bien, ça coûte 1,5 million pour les détruire. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas cynique quand tous les jours on a des choses comme ça? Voilà. Il faut que j'arrête. Merci de vos questions. Alors, je pense qu'on a eu un invité très généreux de son temps et de ses conseils et de ses commentaires. Et je vous recommande son livre, je l'ai lu, c'est très, très intéressant. Il va être disponible d'ailleurs au Salon du Livre dans les prochains jours, vous le savez. Un merci encore à l'ADOCAR qui était à l'origine de cette activité-là, avec aussi le Salon du Livre de Rimouski, le Syndicat des professeurs de l'UQAR, le Centre bureautique, les éditions Libre Expression et Cible aussi qui est avec nous. Alors, merci beaucoup tout le monde de votre visite. Merci les gens aussi qui étaient sur Zoom. Merci beaucoup, Monsieur Lepine. Merci à tout le monde.